Vous allez regarder à partir d'un détail ce qu'on peut découvrir, puisque c'est ce qui se passe ici. Un détail entraîne un détail, entraîne un détail. Ce qui fait que ce que je cherche à vous montrer aujourd'hui, c'est pas seulement de vous faire voir Dali, parce que c'est un artiste qui est aimé par beaucoup de monde, et que l'image qu'on en a sont plutôt des choses qui finalement se ressemblent beaucoup, qui sont donc proches du surréalisme à ses débuts, puisqu'il a été dans le groupe surréaliste, il en a été éjecté, et parce que vous connaissez peut-être l'histoire, parce que c'est ça qui est intéressant et discutable avec Dali, avec son histoire, c'est que la plupart du temps, vous pouvez monter encore un tout petit peu, je pense, si vous voulez. Ce que l'on montre de Dali la plupart du temps et que je voudrais contourner, c'est le Dali à moustache un peu fou qui fait des pubs pour le chocolat, et à partir du moment où il se met à faire le malin dans la presse, c'est-à-dire à peu près à partir du surréalisme, tout ce qui serait hors des époques surréalistes des années 20, voilà, c'est-à-dire des associations d'objets, téléphone, homard. Les surréalistes s'appuient sur un univers que Freud a révélé, c'est-à-dire le rêve. Dans un rêve, il y a des associations d'images de plusieurs choses. Et puis justement, Dali, son image, il sait ce que c'est, puisqu'il joue avec tout le temps. Et en fait, les gens qui ont analysé et regardé le travail de Dali depuis quelques années, dont Catherine Millet, sur lequel je me suis appuyé, parce qu'en fait, elle s'est amusée à lire les textes de Dali. Et Dali écrit beaucoup. Et écrit beaucoup sur... le tout début est intéressant, parce que ça va me servir de conclusion après. Voilà, 4 ans d'études, elle sortait de son livre La vie sexuelle de Catherine M, donc elle avait un peu... Elle voulait passer à autre chose, et en même temps elle s'est rendue compte qu'il avait un peu des points communs avec cette description s'adressant à ses lecteurs, parce que Dali a écrit plusieurs ouvrages. On a Entretien avec Dali de Alain Bosquet, 66. Comment on devient Dali, Alain Parino, les aveux inavouables de Dali. Donc il y a une espèce de jeu avec un surréaliste qui serait exclu parce qu'il serait amoureux de l'argent. Parce que vous savez que Breton est quelqu'un qui décide un peu qui est surréaliste, qui n'est pas. Il trouve un anagramme avec son nom, il l'appelle Avida Dollar, ce qui montre bien que c'est ce qui l'intéresse. Et alors ce qui est intéressant, c'est que Dali n'est pas forcément vexé, même s'il passera toute sa vie à dire qu'il est le seul surréaliste. C'est que l'hypothèse de Catherine Millet, c'est de dire qu'en fait, dans ses textes, dans toutes les peintures qu'il va faire après, dans toutes les performances qu'il va faire après, puisque vous savez, à chaque fois qu'il apparaît à la télévision, je vais vous montrer des extraits, c'est une sorte de show, mais c'est tout simplement, si on commençait par ça, c'est un show médiatique avant Warhol. Et c'est une façon de mettre en scène qui il est dans les médias, et en donnant aux médias ce qu'ils veulent, avec un jeu de distance à lui-même, qui est très pensé en fait. On va voir que dans la première partie, Dali se fait accompagner de photographes tout le temps. Et donc il a tout de suite l'idée de mettre en scène son propre personnage. Le coup des moustaches va arriver assez vite. Mais ce que dit Catherine Millet aussi, c'est qu'on ne peut pas mettre de côté la totalité de son œuvre, parce que sinon on se retrouverait avec une toute petite période qui serait dite surréaliste. Vous voyez, on reconnaît à peine ses débuts. C'est un collage qui deviendra une séquence dans le Chien andalou, puisqu'il va aussi compter beaucoup en réalisant ce film avec Buñuel. Le second, L'Âge d'or, il le reconnaît un peu moins. On va voir un petit extrait. C'est-à-dire des images collées ensemble, qui librement associées ont l'air de créer un sens nouveau, ou peut-être même, parce que c'est le cas chez Dali, il y a très souvent dans les titres de ses œuvres le mot énigme. C'est-à-dire que Dali va nous mettre face à notre responsabilité de spectateur. Et ce que je voudrais montrer à partir de ce que dit Catherine Millet, c'est que finalement, la totalité de l'œuvre est intéressante, même ce qu'il fait après, qui devient presque des posters et des gros mots, parce que c'est un jeu à la fois avec le bon goût et le mauvais goût. Et il ne va pas se gratter pour aller dans le mauvais goût, puisque quand elle découpe et lit beaucoup de ses travaux, il passe son temps à se mettre en scène, mais à parler de son corps, de sa digestion. Alors c'est là où vous allez peut-être être un peu surpris. Nous sommes le 30 juillet 1941, date à laquelle j'ai promis à mon éditeur anglais d'écrire le mot fin au bas de ce manuscrit. Je suis tout nu et seul dans ma chambre de Hampton Manor en Virginie.
En m'approchant du grand miroir, je puis contempler les yeux dans les yeux ce Salvador Dali que je suis seul à connaître dans l'intimité depuis 36 ans. Mes cheveux sont toujours de ce beau noir d'ébène que j'aime tant. Je n'ai même pas un corps aux pieds. Mes bras, mes jambes, mon torse sont les mêmes que ceux de l'adolescent glorieux que j'ai été. À peine mon ventre a-t-il pris une légère courbe convexe qui ne me déplaît pas absolument. Et un peu plus loin, voilà, il n'y a pratiquement pas une seule scène, dit Catherine Millet, pour laquelle Dali ne précise pas, quand il écrit, la position dans laquelle il se trouve, l'état de son corps, la façon dont il est habillé, ce qu'il a dans l'estomac. Très souvent, il donne l'heure. Le corps n'est pas que son aspect extérieur, il est conditionné par son environnement. Donc il va décrire s'il s'est masturbé, l'ensemble de ce qu'il fait. Et ce que dit Catherine Millet, c'est qu'en fait, ce n'est pas que de la provocation pour faire le malin. C'est que dans beaucoup de ses œuvres, le corps, le désir, la mort, la reprise d'un même motif, l'érotisme qui va avec, est continuellement présent. Et que si on déjuste, c'est un petit gars rigolo qui se met en scène pour faire de la publicité, ou si on met de côté dès que c'est un peu caca-pipi, on se retrouve avec une part, mais plus de la moitié de son travail, pas regardé. Et ce qui est intéressant comme tout, c'est que à 16 ans, je vous en dis quelques-unes, parce qu'après vous allez me dire que je suis érotomane, j'ai ressenti quelques émotions voluptueuses, je suis allé aux toilettes. Voilà, ça c'est quand c'est les textes de jeunesse, c'est évoqué, juste. J'ai ressenti un grand plaisir dans la sensualité, mais à la sortie, je suis senti abattu et j'ai éprouvé du dégoût de moi-même. Comme toujours, je me suis promis de ne pas recommencer. On dit ça. Et dans le texte Rêverie, d'une main, je joue avec les poils du dessus des testicules. Oui, c'est pas du tout un petit truc évoqué. C'est caca, pipi, érotisme, l'ensemble. Et ce que décrit Catherine Millet, qui est drôle pour commencer, parce que ça va me servir de conclusion à la fin, c'est qu'elle dit, s'adressant à ses lecteurs, Dali commence toujours par se présenter, se décrire lui-même avec une attention portée aux détails. Au début du journal d'un génie, il décrit, pour écrire ce qui va suivre, j'utilise pour la première fois des souliers vernis que je n'ai jamais pu porter longtemps, parce qu'ils sont horriblement étroits. Je les chausse d'ordinaire juste avant de commencer une conférence. La contrainte douloureuse qu'ils exercent sur mes pieds accentue au maximum mes capacités oratoires. C'est là où ce qu'elle dit, c'est qu'on dirait une provocation, c'est-à-dire il met un truc qui lui fait mal aux pieds, et en fait la contrainte physique et le fait de se demander ce qu'il a dans son ventre, ce qui est en train de se passer, tout ce que le corps, tout ce qui est mis de côté, en fait d'habitude vous êtes, moi aussi, qu'un esprit, on se parle et on échange des procédés et des paroles. Et bien en fait, tout ça, Dali va le mettre de côté en le reliant à des rapports au corps. En fait. Et ce qui est très étonnant, c'est que on comprend que un gars qui dit qu'il joue avec les poils de ses testicules ne soit pas forcément commenté. Par contre, si on prend au sérieux l'idée d'un rêve, l'idée qu'on associe plusieurs images, il n'y a pas de raison que le corps soit mis de côté. Par contre, vous imaginez bien que c'est là où je veux en venir pour aujourd'hui. C'est que qu'est-ce que fait un prof d'histoire de l'art avec des sujets comme ça? C'est-à-dire que dans quelle mesure je peux utiliser des informations comme ça, puisqu'elles sont, on pourrait dire politiquement correctes, mais c'est même pas ça. On ne sait pas quoi en fait. Et il passe ses livres à faire ça en fait. Et là où je veux en venir pour aujourd'hui, c'est que ce n'est pas qu'un détail. C'est-à-dire qu'on va voir que dans beaucoup de ces travaux, on a des personnages, ces gars-là, qui va jouer avec sa propre image. Enfin, c'est Dali qui fait qu'il y a un personnage avec beaucoup de références à l'histoire de l'art. On regarde un autre, qui en regarde un autre, qui en regarde un autre. Alors on peut avoir un poster qui va aller chez vous. On peut, à partir de l'image de Mae West, la comédienne, soit dit en passant, plutôt de la culture populaire, plutôt du cinéma, plutôt de la photo, parce que c'est quelque chose qui va beaucoup le passionner. Voilà, il va jouer avec les tableaux sont les yeux, la petite commode, tout le monde comprend ça assez facilement, puisque ça donne ce qu'on voit dans le musée, même si c'est moins spectaculaire. On voit d'abord un paysage, et puis après, on voit l'œil. C'est-à-dire, à partir d'un détail, on va remonter vers des éléments qui sont plus parlants. Et là où il y a une tension intéressante dans ce que raconte Catherine Millet, et que je vais essayer de vous la partager, c'est que on a des détails scabreux qui servent à rien, on les met de côté parce qu'on est prof d'histoire de l'art, on ne regarde pas. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est que ces détails disent quelque chose du travail.
et comment on s'en sert, qu'est-ce qu'on en fait en fait. C'est pour ça que c'est presque ce livre-là qui a commencé à me donner l'idée de travailler sur le détail avec Daniel Arras. C'est voilà, quand on est historien de l'art, mes petites collègues et grandes, la prochaine fois, nous parlerons d'un détail de restauration. Voilà, qu'est-ce qu'on fait d'un petit morceau? Est-ce qu'un petit morceau, ça peut raconter la totalité? Oui, puisque c'est dedans, et non, parce que c'est pas la totalité. Et pour un historien, c'est compliqué cette question. Alors, ce qui fait que Catherine Millet avoue quelque chose qui me servira de conclusion, c'est qu'elle dit ben moi, je viens d'écrire un livre sur mon corps et sur ma sexualité, et en fait, le livre s'appelle Dali et moi. C'est-à-dire que je ne vais pas me mettre en retrait comme si j'étais neutre. C'est que cette façon de regarder son corps, sa sexualité, je vous épargne l'observation des troncs régulière, un petit langage qui nous permettra de ne pas être compris complètement. Le fait que ça crée des formes qui vont pouvoir être une occasion de faire de la sculpture, le fait que dans l'histoire de l'art et dans l'histoire des hommes, la transformation de la merde en or, c'est quand même pas rien. C'est un gros sujet d'ésotérisme qui va passionner Dali. Mais alors comme c'est mal, comme c'est du côté obscur, qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est la question que ça pose aux profs d'histoire de l'art. Donc ce qui fait que le Dali qui a l'air d'être juste en train de faire des formes molles avec un autoportrait qui a l'air très gentil de Picasso, voilà, qui a l'air de cracher quelque chose. Donc on a les éléments que vous connaissez, mais qui, au regard de ces détails, vont changer beaucoup, c'est-à-dire on a des associations d'objets qui n'ont rien à voir, des choses qui n'ont pas de rapport avec la pesanteur, c'est-à-dire des formes molles, mais des formes molles qui peuvent être tombantes, alors il va falloir qu'on comprenne quelle est la forme qui est en dessous, des formes en équilibre, plutôt des fonds qui sont neutres, qui viennent aussi de paysages qui l'ont marqué, et puis quelque chose qui intéresse tout le monde, mais qui est un peu tabou dans l'histoire de l'art, parce que longtemps Dali a été, je veux dire, restreint à ses années 30, et puis rien de plus, c'est sa force technique en fait. C'est-à-dire de faire quelque chose qui a l'air d'être très bien peint, très bien dessiné, il est très virtuose, et il va mettre ça en scène, en faisant un petit tableau très rigolo si vous avez l'occasion. Il fait une notation de tous les peintres dans l'histoire de l'art, donc il leur met des notes en qualité de dessin, niveau technique, niveau de génie. Alors Mondrian a quasiment 1 dans chaque catégorie, il finit avec 5 sur 20, un truc c'est nul. Dali finit à 19, voilà. Picasso a peut-être 18 quand même, parce qu'il l'a beaucoup admiré. Et puis Velázquez, Vermeer sont les plus reconnus. C'est un artiste qui regarde beaucoup l'art et qui s'intéresse beaucoup à un imaginaire en fait, qui est très commun. C'est ce qui fait qu'on le retrouve dans beaucoup de posters, mais c'est aussi un artiste qui, même sur des sujets comme ça, où il y a un petit Don Quichotte fait avec des tourbillons, c'est pas forcément très passionnant à regarder visuellement, en fait. Si longtemps on n'a pas regardé ça, c'est parce que voilà, il a fait un tour de force, on dirait de l'illustration. Il y a sa petite signature qui elle-même est graphique, mais pour rappel, Dali a fait quelque chose qui est bien plus important que ce qu'aura pu faire Warhol avec sa propre image. Il va premièrement faire des sérigraphies ou des lithographies, c'est-à-dire reproduire des images de son propre travail pour les diffuser. Ça, Warhol l'a fait puisqu'il a travaillé les sérigraphies. Par contre, Dali va premièrement signer des feuilles blanches qu'il va diffuser, c'est-à-dire il va fabriquer des faux Dali d'avance. Il va donner à des artistes des feuilles signées par lui, donc amuse-toi à être authentificateur. Et puis il va même signer des tableaux qui ne sont pas à lui. Ce qui fait que pour un type avide à dollars, il est intéressé par l'argent, puisque je vous parlais d'ésotérisme, vous savez, le plomb, enfin une matière un peu sans intérêt qu'on transformera en or, il passe son temps dans ses textes à parler d'or et d'argent, puisqu'il dit il y a 2 choses à faire dans la vie, aller en prison, je l'ai fait tout jeune, et puis être riche, comme ça on règle la question de tous ses désirs en fait. Dans les années 30, après l'épisode surréaliste, il va partir à New York, il va devenir immensément riche. Mais cette idée d'or et d'obsession de la richesse, il va toujours la mettre en scène, même dans ses textes, en se demandant
en jouant avec ce rapport excrément-or, transformation de quelque chose qui n'a pas d'intérêt en quelque chose qui a de l'intérêt. Alors on va regarder comment il fait ça, parce que les épisodes, si vous n'arrivez pas à les lire, les voilà. Moi je fais des petits dossiers. Voilà, le Dali sur Alice, je vous l'ai présenté, sa jeunesse, comment il se fait prendre en photo continuellement, comment Gala, d'un jeu d'amoureux, il va en faire une sorte de figure obsessionnelle, et qu'est-ce que ça dit de regarder en fait. Qu'est-ce que c'est que regarder et être obsédé par ce qu'on voit, qu'est-ce que ça signifie pour lui, et comment il va mettre en... un peu comme dans l'image du fond, l'apparition d'un compotier sous forme de chien, de 1939, comment il va obliger le spectateur à regarder des centaines de détails, à se noyer dans le détail, à ne plus pouvoir regarder en fait. C'est ça l'épreuve, c'est qu'on peut regarder, on voit bien qu'il y a un chien, petit œil, son museau, ses oreilles, son dos, qui en même temps est un compotier, si je me base ici, qui est en même temps un visage. Et donc le jeu de Dali va être de ne pas être là où on s'y attend et de jouer avec l'optique, avec ce qui est regardé, puisque vous imaginez avec les sous-entendus sexuels dont on parle, regarder c'est un plaisir sexuel tout à fait respectable, mais tout à fait agréable. Personne ne raconte sa vie, mais si on fait de la peinture, normalement on aime bien regarder. C'est-à-dire regarder, être presque un voyeur, qu'est-ce que ça signifie? Et le spectateur lui-même, on le met en situation d'être un voyeur et de sculpter tout ce qu'il peut y avoir, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, jusqu'à, c'est pour ça que c'est dans cette année de détail, jusqu'à ne plus pouvoir expliquer en fait. C'est-à-dire, il y a un moment donné, on ne sait pas. Et lui-même le dit, en fait, je ne sais pas et je fais exprès. Donc si on s'arrête là, on dit, il n'y a pas d'explication, c'est pour tous ceux qui viennent ici, qui achètent des livres, ou qui se disent, tiens, je vais trouver l'explication, la clé de l'œuvre. En fait, ils jouent avec ça. Il n'y a pas de clé. La clé, c'est de rentrer dans une œuvre et de s'y promener, et puis d'y retourner plus tard. Ça vous fait ça, si je trouve un équivalent, vous pouvez voir un film à 20 ans, et puis le revoir à 60 ans, et le voir tout à fait autrement. Ne pas l'aimer de la même façon, ne plus l'aimer à 40, le réaimer à 60. Voilà, c'est ça l'œuvre, en fait. C'est votre rapport à elle qui va s'indiquer. Il n'y a qu'une explication qui se voudrait scientifique, qui dirait qu'il y aurait une interprétation, et qu'on se disputerait autour, en fait. C'est Umberto Eco qui s'amuse en disant que parce que vous savez que c'est un type qui a écrit Le Nom de la Rose, mais aussi un type qui était sémiologue, c'est-à-dire qui s'intéresse au sens des œuvres. C'est pour ça que dans Le Nom de la Rose, il y a des trucs dans des trucs dans des trucs. Vous l'avez pas vu, Le Nom de la Rose? Ah. Voilà, revoyez-le, ça n'a pas vieilli. Hein. C'est même si c'est Jean-Jacques Hano qui l'a adapté, mais c'est pas tout à fait la même chose que le bouquin. Et il dit dans un petit livre très mignon qui s'appelle Apostille au nom de la rose, que je cite souvent, ça fait 10 pages en livre de poche, il dit un auteur devrait mourir après avoir fait son œuvre pour pas déranger l'œuvre. Parce que ce qu'il dit, ce qu'il continue à faire, gêne l'œuvre. Alors il dit, si on faisait ça, on n'aurait pas beaucoup d'œuvres. C'est vrai que c'est un problème. Mais c'est pour toutes les fois où je me suis retrouvé prof d'histoire de l'art à faire parler un artiste qui me renvoie, tu dis qu'il y a ça dedans, je ne l'ai pas mis. Oui, tu ne l'as pas mis, mais il y est. Oui, et c'est de là qu'on parle de ce qu'est l'histoire de l'art à partir d'un détail. C'est comme ça, oui. Alors, il est né dans un paysage à Cadaqués. C'est une photo d'aujourd'hui, hein, c'est pour ça qu'il y a Maradona dessus. Il n'a rien à foutre avec la conférence. Qui va le marquer beaucoup, puisqu'il va retourner vivre à Port-Liga après, construire une maison. Ça va beaucoup le façonner. Et puis, je suis pas trop... Voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. Ça, c'est sa maison là-bas, avec des petits œufs. Puisqu'il a des thèmes qui vont être obsessionnels, qui vont revenir tout le temps. Donc c'est là où... C'est pas juste des jeux formels, ça a un sens à chaque fois. Ce qui est intéressant, et je ne suis pas très partisan de l'explication par la psychologie personnelle, mais quand même pour un type qui va rêver de sa vie extra-utérine, d'être élevé dans un environnement très très religieux. Si vous vous souvenez, on l'a vu en vrai au Petit Palais, si vous étiez là. C'était un bougreau. En 21, sa mère meurt d'un cancer de l'utérus, il a 16 ans. Et il affirme que c'est le coup le plus dur de sa vie, parce qu'il l'adorait. Et c'est ça qui est intéressant, je ne pouvais me résigner à la perte d'un être avec qui je comptais faire
les inévitables tâches de mon âme. Tiens, vous le connaissez, excessif dans ses propos, mais marqué par cette fascination par la disparition, par quelque chose, par un objet qu'il désirait. Vous voyez, il se remarie et puis il n'accepte pas. On va voir des images quelquefois, pas beaucoup, hein, mais où il y a de l'enfance et justement il y a cette idée de renaissance, de se retrouver, de réapparaître. Toujours dans ce décor de mer et de plage. Voilà, alors c'est un enfant géopolitique qui observe la naissance de l'homme nouveau. Vous remarquez que l'image est déjà compliquée, mais enfin, on va se demander si le titre nous aide ou pas. On a à peu près toujours la même structure, avec une ligne d'horizon au loin, avec une plage. Alors ce qui est une ambiguïté qui est intéressante, c'est que, en un sens, c'est bien dessiné, et pas si bien dessiné que ça pour régler la question maintenant. C'est que, c'est pour faire un aparté de prof de dessin, si vous dessinez très bien, dès que vous allez mettre la couleur et la peinture, le dessin va s'en aller. Vous voyez, parce que c'est une matière épaisse, la peinture, en fait, donc le dessin a tendance à s'en aller. Donc il a tendance à rester dans une gamme de couleurs, pas mettre des couleurs trop fortes pour que son dessin reste en place, parce qu'il dessine très bien dès le début. C'est à peu près clair ce que je raconte pour ceux qui n'en feraient pas. Ce qui fait qu'il y a une espèce d'ambiguïté avec, exemple là, vous vous doutez que l'anatomie n'est pas tout à fait exacte. Par contre, il donne, ça va passionner Duchamp également, il donne l'impression que c'est une vraie anatomie en faisant des espèces d'effets de renflement. Vous voyez, on retrouve ça dans les bandes dessinées aujourd'hui, dans les Marvel, dans les trucs comme ça. Ils mettent des ombres sous les muscles. Oui, vous n'avez pas besoin d'être un grand anatomiste pour voir que les cuisses ne se collent pas. Mais en fait, le fait d'ombrer, de mettre des formes qui sont accentuées, donne un effet de réalité. En fait, ça a l'air d'y avoir une lumière dessus et de frapper une surface qui est réelle. Mais finalement, c'est la question qui va avec, c'est si on dit que c'est bien dessiné, c'est que le dessin, c'est pas la précision anatomique. Et si on dit que bien dessiné, c'est parce qu'on a bien l'impression d'un truc qui flotte, qui a l'air de pendouiller avec des effets de matière, puisque vous voyez, on a l'impression que le personnage est en train de sortir d'un œuf du monde. En fait, si on est plus précis, vous avez d'abord vu un œuf, puis vous avez vu un monsieur, puis vous avez vu les effets d'appui, puis vous avez vu la map monde. Et en fait, votre œil ne voit pas tout à la fois. En fait, il s'amuse à distiller des détails très précis pour que votre œil retarde le moment de voir l'ensemble. Parce que si on est un peu sérieux, on ne voit pas l'ensemble en totalité. C'est très compliqué. Il y a trop de détails. Les personnages ont une ombre. L'œuf n'a pas d'ombre. Elle est là, en fait. Elle n'est pas dans le même axe que les personnages. Donc la lumière n'est pas cohérente. Vous voyez, la lumière vient de par là. L'ombre est sur le sol. S'il était ici, il ne serait pas de cette façon-là. Parce qu'en fait, c'est un simulacre de choses réelles. Comme il a beaucoup dessiné d'après réalité, il pose des ombres portées, il pose des dégradés de valeur. Il les dessine correctement. Mais en fait, la succession de détails fait qu'on a du mal à lire l'ensemble. Et puis, l'ensemble n'est pas vraisemblable. Alors, cette idée d'œuf matriciel, ça se retrouve sur son musée, parce que c'est une figure qu'on va retrouver un peu partout. Il lui est arrivé une autre chose qui n'est pas banale quand il était jeune. Voilà, sa mère s'appelle Felipa, et il naît 9 mois après le décès de son frère, qui s'appelait Salvador. Ça fait déjà un gros passif. Et il est mort à la suite d'une gastro-entérite infectieuse. Ça, c'est pour, si on voulait justifier un peu notre histoire de sel, ça va arriver par là. Alors qu'il avait 5 ans, voilà, vous dites, tiens, la pédagogie scolaire enfantine, on exagère trop. Ses parents l'emmènent sur la tombe de son frère et lui dire qu'il en était la réincarnation. Voilà une éducation positive. On se dit, on en fait trop pour les enfants, en fait, avant, on n'en faisait pas beaucoup. Cette scène aurait fait naître en lui le désir de prouver son unicité dans le monde, c'est-à-dire je suis unique, je suis le seul à pouvoir faire ça. Et à la fois, il est la copie de son frère et la crainte du tombeau de son frère. Donc je ferai pas, je vous dis, je suis pas partisan d'expliquer toute une œuvre par de la psychologie, parce que si on fait ça, oui, c'est pour ça que ce sujet met à l'épreuve les profs d'histoire de l'art, c'est que si on fait ça, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de création.
Il est pas qu'un enfant, hein, toute sa vie il grandit, il rencontre des choses, il peut le dépasser, on peut le retrouver, mais enfin il faut bien qu'il y ait liberté de création. Donc il précise, je n'ai qui double. Mon frère, premier essai de moi-même, était finalement un génie extrême, donc non viable. Ce qui se tient. Il avait tout de même vécu 7 ans avant que les circuits accélérés de son cerveau ne prennent feu. Soit dit en passant, ça prouve aussi, parce que là, l'histoire de l'art n'est pas habituée à ça, qu'un petit coup d'humour, c'est peut-être pas mal dans la vie. Pour prendre du recul. Alors, on a quelques photos de lui tout jeune, parce que dans cette Espagne où il grandit, il va rencontrer 2 personnes qui vont devenir très importantes. Voilà, et alors, ça c'est bien résumé. À l'âge de 6 ans, je voulais devenir cuisinière. À 7, Napoléon. Depuis, mon ambition n'a cessé de prendre. On ne peut pas dire que c'est une synthèse, on peut dire qu'il faut avoir de l'ambition dans la vie. Juste pour le plaisir de faire le malin, ça me rappelle un ancien ministre maire de la ville d'à côté, mais enfin, qui a les mêmes origines. Je vous dis ça parce qu'on a un copain à nous qui s'appelle Jean-Luc, parce que Manuel Valls passait quand même souvent dans Évry, il connaissait le terrain, c'est sa vertu, il connaissait un peu toute la ville. Et un de nos copains est passé au café Le République avec lui, et il disait déjà, alors qu'il n'était que maire, qu'il voulait devenir président de la République en France. Et ce copain lui a dit, vous croyez pas que c'est un peu ambitieux? Et il lui a répondu très simplement, et il semblerait que les Catalans aient une petite tendance à ça, je ne peux rien prouver, j'ai juste 2 exemples à mettre côte à côte, c'est tout, si vous connaissez des Catalans. Il lui a dit, je vois pas le problème de penser qu'on peut faire des choses ambitieuses dans la vie. Dit comme ça, on peut que s'incliner. Alors, il rencontre Lorca. Garcia Lorca. Avec les échanges avec Federico Garcia Lorca dans les années 20. Les 2 amis se retrouvent dans le culte de la sainte objectivité, déjà assez curieux, et mettent au point un corpus de références communes dont l'axe est le corps transpercé mais impassible, même si gracieusement déhanché de Saint-Sébastien, par ailleurs patron de Cadaqués. Et donc ils vont s'entendre, discuter, se nourrir mutuellement, parce que Dali vient pas forcément d'un milieu qui est lié à l'art, mais ses études, cette rencontre avec Lorca juste après avec Buñuel, avec le groupe qu'on appelle des 27, c'est-à-dire des intellectuels de 1927, espagnols, qui vont partir dans chacun des tas de directions, mais travailler en artiste et en poète. Ce que le texte de Gaiman sur Dali évoque, c'est que Saint-Sébastien reçoit les flèches sans en être affecté, machine enregistreuse qui ne manifeste pas plus d'émotion qu'un appareil photographique. Dans son ode à Dali de 1925, Garcia Lorca prône une esthétique froide. Les peintres d'aujourd'hui, dans leurs ateliers blancs, coupent la fleur aseptique des racines carrées. Ça signifie voilà, tout est neutre, tout est à distance. Alors qu'on vient de voir un Dali qui a l'air de montrer des choses sensuelles, des choses tendues, des choses horribles. L'idée, ce serait que la façon de le montrer, c'est ce que je ferai un peu avec la technique, soit le plus froide possible. Et Dali, à son tour, a écrit un poème en 1927 qui s'appelle Saint-Sébastien, encore, qui dédie à Garcia Lorca. Plus je regardais sa figure, celle de Saint-Sébastien, plus curieuse elle me paraissait. Cela dit, il me semblait le connaître depuis toujours, et la lumière aseptique du petit matin m'en révélait les plus petits détails avec une telle clarté, une telle pureté que mon trouble n'était pas possible. Et encore, il ajoute, dans la partie supérieure de l'héliomètre, il y avait la loupe de Saint-Sébastien. J'ai approché mon œil de la loupe, produit d'une lente distillation numérique et intuitive à la fois. Chaque goutte d'eau, un numéro. Chaque goutte de sang, une géométrie. Et bien sûr, ils aiment dans ces années-là un artiste qui ressemble à ce que je viens de vous dire là, Chirico. C'est-à-dire des choses très très neutres, le plus simple possible. Voilà le portrait que Dali va faire de Buñuel, qui est le second qu'il rencontre. Alors dans ses débuts, Dali a une petite période cubiste, il a une petite période impressionniste au début, pointilliste, qui va être importante pour lui, puisqu'il va revenir à cette idée d'optique et de façon de voir le monde. Et puis ils vont lire Freud, qui se développe, on est dans les années 20, vous savez qu'en 24, le groupe surréaliste breton va éditer un manifeste, merci, dans lequel il va se réclamer
non pas, alors Freud, lui, ce qu'il décrit, c'est les mécanismes psychiques. C'est-à-dire quand il y aurait un inconscient, on fait une hypothèse, si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas entendu, je vous fais une petite révision. Soit dit en passant, terminale, en fait, c'est en train de disparaître du programme de terminale de l'année prochaine. Il n'y aura plus inconscient ni travail. Ça veut dire quelque chose, quand même. Ça veut dire quelque chose du gouvernement qui ne suit pas. Inconscient. Il y aurait une hypothèse d'un inconscient, parce qu'encore une fois, c'est pas prouvé avec une loupe et un microscope qu'il y a un inconscient, c'est juste une hypothèse. Et donc ce que dit monsieur dès la fin 1895-1905, interprétation des rêves, c'est que cet inconscient serait l'endroit où sont stockées des pulsions. Voilà, cette pulsion de mort, c'est-à-dire le désir de mourir. Enfin, si on peut dire désir de mourir, oui, déjà. Enfin, le fait de ne pas avoir très envie de mourir, alors on a ça en commun. Et l'instinct de plaisir, c'est-à-dire celui d'obtenir satisfaction. Ce qui nous donne un nourrisson, c'est-à-dire il suffit qu'il crie, il a ce qu'il veut. Et pour aller vite, ce qui nous donne Manuel Valls. Ça fait à peu près la synthèse. Je veux ça, je l'ai, arrête de faire ton caca, bon je pars à Barcelone. Oui, c'est à peu près synthétique, mais c'est freudien. Donc qu'est-ce que Freud raconte? Je développe un tout petit peu si ça vous intéresse. C'est que nous avons un monde conscient qui représente 10% de notre activité mentale. C'est-à-dire quand j'échange avec vous, quand je lis des choses, quand je me balade, quand je mange, toute cette vie consciente-là ne représente que 10% parce que toute la partie des pulsions, on va dire, de mort et de plaisir structure l'ensemble de l'inconscient. Alors c'est une hypothèse, donc petit à petit, au fur et à mesure de sa vie, au fur et à mesure de toute la psychanalyse qui suivra, parce qu'il n'y a pas que lui qui va se pencher sur le sujet, et d'autres gens vont faire d'autres hypothèses, puisqu'il va se fâcher. Aux États-Unis, on parle plutôt de Jung, qui structure l'inconscient d'une autre façon. Et puis en épilogue, je vous raconterai un truc qui dit que l'inconscient sera ailleurs. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a une barrière pour empêcher que ce désir de manger n'importe quoi, n'importe quand, de posséder sexuellement tout l'univers, ou, prenons un exemple simple, de me balader tout nu dans la rue. Après tout, je fais rien de pire que d'exposer la beauté au monde. Voilà, c'est tout. Ça se fait pas, parce que l'organisation sociale dit ça se fait pas. Vous remarquez que, bien évidemment, la structure sociale va changer selon les époques et selon les lieux. Cette barrière, c'est le surmoi. C'est-à-dire l'éducation que vous avez plus ou moins intégrée, tout simplement parce que même si vous croyez que vous êtes complètement guéri de ça, alors je vous rassure, on a l'impression quand on lit Freud qu'on est tous un peu traversés par des pulsions bizarres. Oui, ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui serait normal et puis les autres qui seraient anormaux. C'est qu'on est traversé par des choses qui font qu'on arrive plus ou moins à reporter ces envies de destruction vis-à-vis de son chef s'il n'est pas gentil avec vous, ou de jalousie, ou de désir pour des objets. Et ce qui nous intéresse dans le sujet aujourd'hui, c'est qu'on a donc un surmoi qui fait le blocus, la barrière, et puis un ça dans lequel il y aurait toutes ces pulsions regroupées. Alors l'hypothèse, parce qu'elle est trop belle, mais si vous avez l'occasion, sur Arte, il y a un mois, il y a eu un livre, un documentaire vraiment passionnant sur les intestins. Parce que vous savez qu'il y a une petite Allemande qui a écrit sur ça, qui a été un gros succès, mais le film ne parle pas que d'elle. Et en fait, ce documentaire est vraiment passionnant parce qu'il y a des neurones dans nos intestins, c'est-à-dire il y a, si je prends les choses exprès, c'est pas provocateur, il y a de la pensée. Mais vous comme moi, la pensée, c'est là, c'est pas là. Et les neurologues font l'hypothèse que, comme le cerveau au-dessus n'a pas le temps de gérer tout, il aurait mis des bouts de cerveau, pour le dire de cette façon-là, dans le bas, pour que ça gère sans lui. Ce qui est quand même déjà hallucinant dans notre façon de le penser, parce que notre caca de tout à l'heure, il était plutôt, voilà, c'est ça, et puis c'est sale, on le met de côté, on s'y intéresse pas. Ce que dit le documentaire qui est encore plus passionnant, c'est de dire, voilà, s'il y a quelque chose qui est à l'écart, pas seulement parce que les intestins gèrent des choses pas tout à fait joyeuses, même si ils nourrissent quand même notre corps et notre sang, s'ils ne sont pas là, on ne peut rien faire. Il y a un des scientifiques
américain, dans mon souvenir, qui fait une hypothèse que je trouve géniale, parce que l'hypothèse est nourrissante, c'est de dire « et si l'inconscient c'était ça ?» C'est-à-dire que le monde obscur dans lequel il y aurait tout qui serait réservé, qui fait que ça fait des nœuds en toi quand tu te sens pas bien, quand tu veux quelque chose que tu ne veux pas, ou que quelque chose est sur toi, peut-être que ça serait là. Et lui, il ne pouvait pas le savoir, mais je trouve que l'hypothèse est assez géniale, parce que ça donnerait à voir d'autres rapports à notre corps et d'autres rapports à notre façon de le gérer. Alors je reviens à lui parce que cette barrière de surmoi font que, pour faire court, ceux qui n'arrivent pas à gérer correctement ces pulsions vont développer des troubles du comportement. Pour faire court, on va dire névrose, c'est-à-dire nous tous en gros. C'est-à-dire le principe de plaisir dit j'ai envie de faire ça et tout le temps tu dis non, non, j'ai pas le droit, faut que je travaille d'abord, non, j'ai bossé. Voilà. Donc c'est pour vous rassurer, nous sommes tous névrosés. Et l'autre côté serait psychotique, c'est-à-dire le moment où le principe de plaisir prend le dessus. C'est-à-dire j'ai envie de me balader la nouille à l'air et de me promener, je vois pas où est le problème, ce qui n'est pas complètement faux, mais ça ne se fait pas, donc le surmoi ne fera pas son action. Pourquoi je vous développe ça? Parce que ce surmoi dont parle M. Freud, il est la barrière sociale qui fait que tout se passe bien, mais il développe, et c'est ça qui va passionner les surréalistes, l'hypothèse que dans le rêve, par exemple, dans la nuit, le surmoi est en veille, et les associations d'idées qui se développent, dont vous vous souvenez plus ou moins, serait l'occasion pour le SAD de se balader, de faire des libres associations. Et André Breton, qui lit ça, trouve ça passionnant. Il trouve que c'est un modèle de création qui est tout à fait passionnant, un peu comme notre téléphone Omar de tout à l'heure. C'est-à-dire on pourrait mettre des choses l'une avec l'autre, qui n'ont pas forcément de sens, mais on peut faire confiance à la conscience et au cerveau pour trouver du sens, et aux profs d'histoire de l'art, pour trouver du sens là où il n'y en a même pas, ça se trouve, puisque c'est l'occasion de le développer. Ce qui va être intéressant, c'est que ça ouvre la porte au fait qu'il puisse y avoir du sens plus grand, plus ouvert, vers plein de choses différentes. Et puis, ça donne des techniques de création, puisqu'on peut associer des choses, comme on l'a vu dans les premières peintures, des choses qui n'ont pas de pesanteur, qui ont l'air légères, ce que dans un rêve, on voit. Alors c'est la question centrale avec les surréalistes, c'est que, est-ce que ce qu'il décrit là, c'est un mécanisme de travail? Vous connaissez peut-être les cadavres exquis. Jouez à ça au lieu de vous emmerder en vacances, où vous écrivez un sujet, vous pliez, il y en a un qui écrit le verbe, il y en a qui plie, le complément qui plie, ou un plus rigolo, plus simple, mais je vous assure que même avec des grands adultes, c'est un truc à spoiler. Vous écrivez une question, qu'est-ce qui, voilà, et puis vous répondez c'est. Et normalement, quand on déplie, c'est assez marrant parce que c'est de la divination qui coûte pas cher. Donc le surréalisme va s'intéresser avec Breton plutôt à une mécanique, une méthode de travail. On peut associer des images, associer des objets, associer des matériaux, associer des mots. Ce surréalisme-là de Breton va être plutôt intellectuel et littéraire, et assez lié au romantique, alors que ce qui va expliquer aussi la coupure avec Dali, c'est que Dali est plutôt du côté des images, en fait, plutôt d'écouter d'associations visuelles qui font que vous avez vu que notre compotier devient un chien qui devient... Alors que les surréalistes et Bretons se méfient des images, puisque les images c'est encore quelque chose de l'univers normal. Donc le rapport des surréalistes à la photo, le rapport des surréalistes à l'image est un sujet en soi, et ça va expliquer la différence et l'évacuation de Dali, et sur ma dernière partie, les solutions qu'il trouve. Parce qu'il n'y a pas que le rêve, il y a, vous savez, les lapsus qui vont... des fois, on peut bien se poiler qu'un lapsus de quelqu'un au mauvais moment, dans le mauvais endroit. Si vous avez l'occasion, c'est pas raisonnable, mais tapez ça sur Internet, vous avez des lapsus de prêtres dans des moments qui sont pas exactement prévus, voilà, et pas exactement ce qu'on devait entendre. Et là où Freud va plus loin sur ce qui nous intéresse avec Buñuel, c'est que le seul moment où la société peut accepter cette représentation des pulsions, c'est l'art. Je le disais de façon rigolote parce que ça paraît curieux, mais si j'ai un élève qui vient ou une élève et qui me dit « Tiens, je vais faire des séries de peintures où je suis en train d'éventrer la voisine », à première vue, je ne fais pas tout de suite un signalement aux flics, parce que ce n'est que de la peinture. Bon, je reconnais que c'est quand même un peu chelou, mais ça m'est arrivé.
quand j'écrirai mes mémoires. C'est parce qu'il y a un monsieur qui venait en cours de dessin nu et qui venait, il me dit, est-ce que je peux apporter des peintures que je fais par ailleurs? Pas de problème, on les regardera. Alors ça c'est ma femme nue, voilà, et ça c'est la voisine nue. Et elle est au courant, non pas vraiment. Enfin, laquelle? Bah, aucune des deux. Voilà, on a affaire à un phénomène qui est assez intéressant. Donc, il venait s'inscrire en nu pour faire des dessins, si je peux me permettre, très léchés. Et en fait, je l'ai soigné très facilement. J'ai fait venir un modèle qui s'appelle Louis, qui a 85 ans, qui a posé les 3 mois, il n'est jamais revenu. C'est pas la peine de forcer. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que décrit Freud, c'est que dans le mécanisme artistique, il y a possibilité, il dit, de sublimer, c'est-à-dire de vivre et d'associer des choses qui seraient ces pulsions repoussées. Et vous imaginez que dans un journal intime, ça puisse se faire de très bonne façon. Il vaut mieux quand même tuer des gens par paquet dans des BD, dans des journaux intimes. Je refais une petite page de publicité pour Émile Ferris, la jeune femme, enfin non, la femme qui a eu le prix à Angoulême. C'est une BD qui est merveilleuse, qui s'appelle « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres ». C'est une sorte une BD de 400 pages faite au stylo bille. Voilà, on rentre dans son monde, c'est incroyablement fort. Même si vous pourriez vous dire, d'une œuvre d'art, j'attends pas forcément ça, mais... Alors, ce qui va se passer avec Buñuel, voilà, aucun désir n'est coupable, il y a faute uniquement dans leur refoulement. C'est-à-dire, c'est la façon de repousser ces désirs qui vont entraîner des tensions en soi. Et ça va être un des sujets de Dali. Dans le Chien andalou, que vous n'avez peut-être pas vu, je vais vous en montrer un petit bout. On a, c'est l'essentiel du sujet. Alors, pour ma copine Yébig, l'œil coupé, il n'y est pas. Parce que si vous n'avez jamais vu ce film, le film commence par un rêve qu'a fait Dali. Alors, la méthode de travail, c'est d'être avec Buñuel et de donner les idées comme elles viennent. Et si les deux les trouvent bien, il n'y a pas de discussion, c'est dans le film. Donc c'est un film qui est assez court, qui date des années 20, et qui porte plutôt sur le désir, justement. C'est là où je vais en venir. Vous voyez, le personnage va se retrouver avec pas de bouche à un moment donné, en train de découvrir un papillon qui lui-même est recouvert d'un motif, et en train de découvrir des choses qui... on a édité le journal d'un génie de Dali, puis on a retrouvé un journal qu'il avait fait quand il était ado. C'est le journal d'un génie adolescent, dans lequel il y a déjà cette obsession des formes. Et ce qui passionne, si vous vous intéressez à l'art plus contemporain, ce qui passionne Catherine Millet, c'est de voir à quel point dans la modernité, il y a chez plusieurs artistes des archaïsmes, c'est-à-dire des choses qui se réfèrent à l'ésotérisme, qui se réfèrent à des folklores, à des traditions plus anciennes, chez Malevich, tout comme chez Joseph Beuys. Et donc le fait de voir des choses qui sont liées à la campagne, à la nature, voilà, les fourmis, vous imaginez bien qu'on pourra rester sur « j'ai des fourmis dans les mains », ça peut déjà signifier ça, c'est déjà pas mal. Sur le fait qu'un papillon soit éphémère et que quelque chose ne va pas durer, là il n'y a pas de surréalisme, c'est la nature qui l'a fait, mais c'est quand même merveilleux. Sur le fait que ce monsieur, il n'y a pas besoin non plus d'avoir fait beaucoup d'études, vous allez être devant un extrait d'un film qu'on ne comprend pas bien, mais on comprend un petit peu parce que vous venez de voir l'image juste avant, il s'approche d'une dame, elle est habillée, mais juste l'image d'après, il est en train de lui caresser les seins, puis les fesses, puis une statue, et juste après, il n'a plus de bouche, et à la place, il y a des poils. Donc c'est parce que pour faire court, c'est sale. Alors un sujet, là il y aura de quoi développer, les poils chez Dali, c'est pas un détail, parce que poils, c'est, pour faire court, tout ce qui est lié à notre animalité, c'est-à-dire à première vue, c'est sale. Alors que bien lavé, ça se fait très bien. Pas de raison non plus. Parce que, mais ça a l'air tout bête, mais avec l'esthétique qu'on a vue, chez les Grecs anciens, j'ai oublié d'en parler quand Catherine faisait les Grecs anciens, il n'y a pas de poils. C'est-à-dire que, parce qu'on serait des animaux si on était poilus. Et donc l'idée de montrer quelque chose comme ça, ça se fait pas. Habituellement dans Le Chien andalou, c'est un film qui dure 15 minutes, 20 minutes. Il y a un son de Wagner et un tango argentin.
les ailes d'un ange, avec des morceaux de bois. Deux ânes morts sans yeux, sur deux pianos, auxquels on peut associer deux clergymains. C'est-à-dire qu'avant de sauter la dame, il y a du truc derrière. Il y a du passif culturel. Il y a des trucs à tirer derrière soi. Rassurez-vous, vous avez la même chose en vous, quoi. Le tango avec ça, c'est une merveille. Il n'y a pas de coupure, hein, c'est le film, c'est-à-dire c'est des associations de plein de petites choses. Dit en passant, ça prouve que le cinéma peut se faire sans dialogue. La visite de son surmoi, qui a pris la peine de sonner quand même. Ça me rappelait des merveilleux souvenirs de punition de jeunesse. Alors comme dans les rêves, le temps peut se mélanger. La souillure, qu'on trouve souvent chez Dali. La femme de dos, on va en voir plus d'une. Et donc, l'association de plein d'éléments qui permettent cette création. Alors, chez Dali tout jeune, on va trouver, parce que dans cette Espagne dans laquelle il grandit, il n'y a pas accès directement au cubisme, à l'art nouveau. Donc c'est un peintre qui va beaucoup lire, en fait, beaucoup voir de magazines. Et vous savez peut-être qu'il a cette fascination pour l'Angélus de Millet, qu'on va retrouver continuellement dans son œuvre, et sur lequel il va avoir voilà, la petite peinture de 1857 qu'on trouve à peu près sur toutes les boîtes de gâteaux chocolat, parce qu'elle raconte quelque chose. Alors c'est là où Dali est
voyez, je vous disais que c'est pas forcément juste un peintre surréaliste, c'est aussi un lecteur, c'est-à-dire il fait un travail entier sur l'Angélus de Millet, un livre d'analyse, puisqu'il y a beaucoup de choses dans ce tableau, le fait qu'il soit en train de s'arrêter pour écouter la cloche qui sonne et que ce sont des bons travailleurs, mais qui sont en train de semer ou de récolter quelque chose qui sont semés. Alors, ce qui va se retrouver chez Dali, c'est cette espèce de silhouette de forme simplifiée avec cette idée de temps, d'éternité, de temps, puisque c'est le temps qui sonne à la cloche, et puis c'est aussi le temps de s'arrêter alors qu'on travaille. Mais c'est aussi cette espèce de figure de personnages qui sont en train de faire presque rien, en fait, puisqu'ils deviennent des sortes de formes qu'on retrouve continuellement chez Dali. C'est-à-dire il va avoir des figures qui c'est pas seulement qu'elles le hantent, en fait. Si on les regarde côte à côte, ce qu'on va faire là, on se rend compte qu'il y a des tas d'étapes où c'est pas qu'une obsession. Ça pourrait ressembler, je pensais ça longtemps avant de lire ce livre, ça pourrait ressembler à de la facilité. C'est-à-dire il a le même motif, puis il le place partout pour faire style je suis Dali. Et en fait, quand on les regarde vraiment, il y a une façon de reprendre, de sublimer, alors de prendre un motif, de le retravailler, de le re-retravailler, en fonction de son sens quand même. C'est là où c'est pas juste plaqué. Alors par exemple, il va être fasciné absolument par Velázquez, sur lequel il va beaucoup dessiner, et sur lequel on va retrouver, vous voyez, cet intérieur du Panthéon du Champ de Mars à Rome, qui va nous donner l'image du visage d'une tête de Raphaël, donc c'est un des peintres qu'il admire le plus, hein, le peintre de la Renaissance, qui va devenir une espèce d'élément éclaté. Ce qui fait que si on le prend juste pour un superbe dessin et un portrait très étonnant, c'est aussi l'occasion de voir que c'est un artiste, Dali, qui lit beaucoup et qui se réfère à plein d'éléments. Même s'il a l'air de s'en moquer et de les télescoper, il est en train tout le temps de les reprendre. Ce qui fait que cette sculpture, c'est un buste de rhinocéros antique, de la dentelière de Vermeer. C'est-à-dire que bien évidemment, c'est une synthèse, c'est évident, de la dentelière et d'un rhinocéros, qui nous donne cette forme. Ce qui est intéressant dans ça, c'est aussi ce socle qu'on va retrouver très souvent, c'est-à-dire ce rapport au classique qu'on trouve chez Freud et puis dans l'éducation de ce début du XXe siècle, c'est-à-dire les choses qu'il faut avoir lues, les choses qu'il faut connaître, alors que vous allez voir que dans le travail de Dali, il y a aussi, c'est là où ça anticipe Warhol, beaucoup de choses sur la culture populaire. Le voilà avec Man Ray, puisque quittant après 27, les surréalistes sont le manifeste surréaliste 24. Si vous voulez vous intéresser au surréalisme, lisez un petit livre mignon qui s'appelle Nadja, c'est-à-dire un petit récit, hein, ça fait... Moi j'aimais pas trop lire, alors j'ai plutôt lu des livres petits au début, c'est très bien. On a tout le temps de lire des gros livres, hein. Et puis ils ont qu'à expliquer tout rapidement, au lieu de se développer. Et Nadja, c'est assez intéressant parce qu'en fait, l'histoire n'a pas de rapport forcément avec les photos qui sont dedans. Vous avez un récit dans lequel il y a des photos qui ne sont pas identifiées, on ne sait pas forcément qui a fait ces photos. Ces images sont dans le livre face à de l'écriture, ça n'a pas de rapport direct. C'est très marrant parce que quand j'explique ça, souvent on dit ouais, en fait c'est des trucs d'intello, mais en fait c'est un peu comme l'extrait de film, c'est très facile à comprendre en fait, parce qu'il n'y a rien à comprendre. Ou qu'il y a à comprendre ce que vous allez puiser. Quand je dis il n'y a rien à comprendre, ça ne veut pas dire qu'il y a du rien, c'est qu'il y a tout ce qu'on veut. On peut piocher et associer librement. C'est ce qui est une façon de décomplexer par rapport à la culture, c'est une pratique de la culture. Et l'air de rien, puisque je vous disais de faire des cadavres ici, une pratique de la création, que vous pouvez vous aussi réaliser. Man Ray est photographe, alors on va voir que ça va beaucoup fasciner Dali, et que cette idée d'œil, on va le retrouver un peu partout. Et puis donc il va croiser Breton ici, Yves Tanguy qui est assez important, le voilà Man Ray, on dirait des petits collégiens réunis, Sarah, et puis on le connaît peu pour ceux qui connaîtraient bien ce que je suis en train de raconter, parce que l'idée c'est de s'adresser à tout le monde. Il y a un des premiers surréalistes qui est le plus intéressant qu'on connaît mal, c'est Soupeau, puisqu'il était à la création
du surréalisme, et qu'en fait M. Breton avait un sens de la com tellement développé qu'il a décidé qu'est-ce qui était surréaliste, qu'est-ce qui n'était pas. Et puis dans la deuxième partie du mouvement, là on a Paul Éluard. Dans la deuxième partie du mouvement, en s'associant à Aragon, ils vont complètement jouer les dictateurs en décidant ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas. Paul Éluard compte beaucoup puisqu'il est marié avec une fille qui s'appelle Gala, qui va fasciner Dali, que voilà, le petit jeune homme au milieu, puisqu'il est recommandé par un de ses profs et puis par l'intermédiaire de Miro, qui est dans le groupe surréaliste, pour être présenté à Paris. Donc il rencontre les surréalistes, il rencontre Picasso. Voilà un des tableaux de Dali qui me fait penser à Yves Tanguy. Si vous avez l'occasion, ce sont des petites peintures abstraites, mais dans lesquelles la couleur joue un grand rôle, et puis ces formes dont parlait Catherine la dernière fois, je vous savais, on parlait de biomorphe, c'est-à-dire une sorte de boule qui pourrait être... si vous êtes sage, je vous assure que c'est pas de la provocation, mais il faut bien, on va supposer que vous êtes des grands et que si ça vous plaît pas, vous sortez. Il fait une description de la couleur d'une morve, c'est merveilleux. Et en fait, on voit que c'est à la fois une sorte de provocation et en même temps une fascination pour ce qui finalement n'en est pas une. Au cours d'un séjour en Italie qui n'est pas aussi agréable qu'il devait l'être, parce que la guerre civile est éclatée en Espagne, et que Dali traverse une crise d'hypocondrie, celui-ci se trouve chaque fois qu'il va au WC où il prend le temps d'examiner scrupuleusement ses selles, obsédé par une morve énorme collée sur la majolique blanche du mur. C'est pour ça que les âmes sensibles peuvent s'en aller. Ça finit bien, hein, ça finit bien. On me dit, qu'est-ce que vous faites comme métier? Je dis des trucs de pervers à des gens qui ne peuvent pas s'en aller. Au début, je feignais de ne pas la voir en regardant ailleurs, mais de plus en plus, elle s'imposa. Cette morve était décidément une exhibitionniste. Elle s'accrochait à la majolique avec une sorte de coquetterie, si j'ose dire, et il devenait impossible de ne pas la voir. D'ailleurs, c'était une morve assez propre, d'un joli gris perle un peu verdâtre, plus brunissant. Elle finissait en pointe et se soulevait du mur comme pour solliciter que l'on intervînt. 6 jours passaient sans que je pus lutter contre mon obsession. Le 7e jour, je passais à l'action. La suite est terrifiante. Dali se blesse au doigt, jusqu'au sang en l'arrachant, se croit infecté par le tétanos, s'imagine déjà amputé de la main. La guerre civile passe au second plan, jusqu'à ce qu'il comprenne que ce qu'il avait pris pour une morve n'était en fait qu'une goutte de colle séchée, tombée sans doute pendant la pause de la majolique. Et Catherine Millet ajoute, retenons de cette histoire que pendant le temps très long de résistance à l'envie de toucher, Dali a minutieusement étudié la fausse morve dans toutes ses particularités formelles et colorées. Ce pourquoi je vous lis ça, c'est que il a l'air de décrire un truc vraiment crado, on est d'accord, mais en fait il le décrit comme un peintre, ce qui déjà annule le fait de s'intéresser à... Vous avez vu qu'avant la mort il s'intéressait à autre chose. Mais en plus, ce qui va revenir dans ce que l'on dit là, c'est le fait de nous montrer des choses obsessionnelles, qu'on ne peut pas s'empêcher de regarder, qui vont être complètement... Parce qu'en plus, c'est assez décevant. Je suis désolé, c'était même pas une morve. C'est bien la peine de se blesser le doigt, de penser qu'on a le tétanos. Alors, les formes, c'est pour ça que je partais du biomorphe. Catherine est trop bien élevée, en public, pour faire des conférences sur les morves. Mais cette idée d'une forme qui serait irrégulière et qui donnerait l'impression que c'est quelque chose, on ne veut pas de détails. Enfin si, à la pause café dans 5 minutes. Et le fait qu'elle soit une forme, ça permet une chose que je vous commence à vous raconter quelque chose qui va avec, c'est on croit que c'est quelque chose et ce n'est pas ce quelque chose. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est la simplification du fond. Donc on n'a pas de ligne d'horizon, mais on a un sol. Et ce sol, c'est la perspective des ombres qui nous le donnent. Et on a des choses qui sont posées, même s'ils font quelque chose qui est quand même bizarre, c'est que la densité de l'ombre n'est pas la même. Et puis on a un magnifique hors-champ, c'est-à-dire, vous comme moi, on suppose que ce truc-là est l'ombre de ça. D'un autre arbre, je veux dire. La forme étant un peu similaire, on suppose que c'est ça, mais rien ne dit puisque c'est hors du champ. Et donc si on regarde bien, c'est ce que je vous raconte toute la matinée, c'est qu'il nous oblige à regarder des trucs qui sont peut-être pas toujours ragoûtants, des trucs dont on préférerait pas savoir ce que c'est pour ça qu'il fallait que je vous lise l'histoire jusqu'au bout,
et des choses qui vont mettre au défi ma raison de regarder et de comprendre. Puisqu'en bas, j'ai un petit bateau qui flotte et qui n'a rien à voir avec l'espace réel posé. Donc qui, au dernier moment, quand je le découvre, vous voyez, un petit bateau, on dirait ça va faire de la peine à ceux qui aiment le PSG. On dirait le symbole de Paris, qui a l'air de flotter sur le sol noir, alors qu'en fait, il ne peut pas flotter dans cet espace-là. Alors, juste avant de s'arrêter, on va voir que, en fait, Dali est obsédé par cette idée de vision. Et que dans cette obsession, on le retrouve quand on le voit peindre. Il peint des très petits formats, avec des très très petits pinceaux, quelquefois avec des loupes. Il peut peindre des très très grands formats. Vous remarquez qu'il a beaucoup d'éléments de référence tout autour de lui, qui vont lui servir à mélanger des tas de choses. C'est quelqu'un qui regarde beaucoup d'images et qui se sert beaucoup d'images. Et il va très tôt être associé à des photographes, demander à des photographes. Alors lui, il est un immense photographe qui s'appelle Philippe Halsman. Il y a eu une expo il n'y a pas très longtemps avec lui, donc c'est assez rare qu'il se retrouve dans l'image, puisqu'il va s'amuser, alors on ne peut pas mieux dire, avec Dali, à fabriquer des images faites sans trucage. C'est-à-dire, c'est à peu près comme ça que je vois les chats, moi. Quand on regarde son travail avec Halsman, on voit qu'il y a des images où il a mis en scène, il faut plusieurs jours pour faire les photos. Il va utiliser un bijou qu'avait créé Dali. Il va jouer avec cette espèce de fond simple et de piqué assez précis. C'est très très minutieux les photos d'Halsman avec beaucoup de détails. Il va fabriquer cette image de lui en fait, qui fait que là on pourrait déjà dire finalement Dali est en train de devenir une créature médiatique et Halsman est en train de le phagocyter puisqu'il joue à faire des images comme si c'était Dali sans être Dali, sauf que Dali est complice de ça, c'est-à-dire d'organiser un jeu avec sa propre image de marque. Oui, parce qu'en fait, quand on regarde cette photo d'Halsman, on voit ce crâne dans un second temps avec des nus. Finalement, c'est pas tellement un truc de Dali, parce que c'est assez classique. Vous voyez, on a un Dali en costume, canne, monocle, avec séparé comme une photo très classique de la création d'anamorphose à partir de corps. Finalement, c'est pas une photo très dalinienne, puisqu'on a toujours des objets qui s'enchevêtrent les uns dans les autres, les uns dans les autres. Par contre, ce qu'on voit, c'est que Dali est, entre guillemets, le co-auteur de ces images, c'est-à-dire qu'il va participer par son visage, par son attitude, par ses vêtements. Parce que si vous regardez le type de tenue qu'il porte, il joue beaucoup avec les montages et les associations d'images. Vous voyez, participer à organiser l'ensemble, en fait. C'est-à-dire qu'Halsman chorégraphie l'ensemble. Vous voyez, on a cette photo que je vous montrais au début. On le voit ici dedans, Halsman. Là, on le voit dedans avec le revolver. C'est le off de l'image. Et c'est un reportage dans Life. Et on a quand même un type qui met des billets pour jouer avec un vide à dollars sur ses moustaches. Donc qui fabrique complètement une image de marque. Voilà pourquoi c'est truqué, c'est qu'il y a vraiment un assistant qui jette de la flotte et vraiment un assistant qui jette 1, 2 ou 3 chats. Ça prend des jours à faire cette photo. Ça se fait pas en 2 secondes. Et ça donne celle que vous avez vue là. Donc il saute, tout est enchevêtré en même temps. Ce qui fait que c'est une sorte de tour de force complètement fou qui participe de ce que Dali veut montrer. Alors pas seulement la folie, mais les formes molles, l'association d'objets qui n'ont rien à voir, et de la peinture. C'est-à-dire que la mécanique de construction de ces images, elle est un peu comme Dali l'exerce, un jeu avec ce qu'on voit pas. Ce qui a l'air d'être, oui, on voit encore Halsman, ils vont toute leur vie travailler ensemble. Et puis, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais enfin, pour faire du vélo, c'est quand même pas très pratique. Hein. Ça a l'air marrant quand on a une moustache comme ça, mais... si on va dans l'eau, c'est quand même pas... c'est que pour avoir l'air d'être une rockstar,
avec une image de lui qui se retrouve un peu partout. C'est complètement construit et structuré. Voilà, on le voit devant une sculpture de Meissonnier, puisque après avoir été chassé du groupe surréaliste, il va, dans les années 30, je vous disais, devenir très célèbre et riche, mais avec une provocation, un sens de la provocation, pas seulement pour les médias, parce qu'il va réussir un pari que Warhol n'a pas réussi, mais vis-à-vis de ses copains surréalistes, se référer à Meissonnier, qui était, ça ressemblait un peu à Bouguereau, et avec cette Vierge Marie avec 10 000 enfants, c'est-à-dire la peinture la plus académique avec le maximum de petits détails possibles. Pourquoi? Parce que les surréalistes veulent chasser l'image et lui va aller à fond dedans. Les surréalistes veulent chasser le bon goût bourgeois et lui va utiliser des images et des références qui viennent de ça, dont cette canne, dont ce manteau de vison, tout l'attirail bourgeois qu'il montre comme ça. Alors, ce qui est rigolo, c'est que non seulement il va s'associer à des photographes toute sa vie, mais il ne va pas hésiter lorsqu'il fait des interventions à être pris en photo par des tas de gens, parce que son image, elle est là pour se développer tout le temps. Et ce que Catherine Millet redit, parce que ça d'autres l'avaient dit avant elle, mais c'est l'occasion, c'est que le petit Warhol qui est là, puisqu'il vit à New York, qui avait prédit que à l'avenir tout le monde aurait 15 minutes de célébrité, Dali dans un texte répond « Moi, c'est depuis 30 ans que je mène ça ». Y compris, elle s'est mal intercalée, quand sortant du métro à Paris, avec un tamanoir géant, avec un tamanoir ça suffira, il expose le sandwich le plus long du monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin de Jacques Martin et des records à la con. La question c'est, est-ce que quand il dit ça, il dit des conneries? Voilà, le clown, c'est pas moi. C'est cette société monstrueusement cynique et si naïvement inconsciente qui joue au jeu du sérieux pour mieux cacher sa folie. Car moi, je ne le répéterai jamais assez, je ne suis pas fou. Ma lucidité a même atteint un tel niveau de qualité et de concentration qu'il n'existe pas une personnalité plus héroïque et plus prodigieuse en ce siècle. À part Nietzsche, et encore lui est mort fou, on ne trouve pas d'équivalent d'autres, ma peinture en témoin. Ce qui signifie, si on prend au sérieux ça, qui n'est pas juste une provocation, qui joue le jeu des médias, parce que c'est les médias qui le demandent, bien avant tout le monde. Et pour le taquiner, il n'est pas là, mais lui ne finira pas en bagnole, à la différence d'un autre espagnol, Picasso. Et en donnant ce jeu des médias et en jouant avec, en l'organisant avec les journaux, puisqu'il va quand même être accompagné d'une petite dame qui, dans le genre créature de médias, est pas mal aussi. Voilà, il va être copain avec Alice Cooper. Il fait quelque chose qui est tout à fait original, c'est pas seulement de fabriquer une créature médiatique à la Warhol, mais d'apporter l'art dans des domaines de la culture populaire. Télé, radio, journaux, qui fait ça? Qui fait passer l'art sérieux dans un autre domaine? C'est Warhol. Il n'y a que lui et il le fait avant. Ce qui fait que cette question de est-ce que tout ce Dali-là est à exclure, il est, si on le met au cœur d'un problème très simple, c'est mon image et donner des images aux gens, c'est tout à fait pensé. Voilà, la jalousie des autres peintres a toujours été le thermomètre de mon succès. C'est le jeu de la mégalomanie. Ce que développe Catherine Millet, c'est que finalement, il y a autant d'admirateurs que de gens qui haïssent Dali, mais en un sens, il est tellement sur lui que ça ne peut pas être tout à fait sérieux. D'ailleurs, elle décrit, et je vais m'arrêter sur ça, elle décrit un passage remarquable où il écrit sur lui-même. Le soin apporté par Dali au façonnement de sa personne publique, auquel contribue le dévoilement de quelques-uns de ses habitudes les plus intimes, fait de lui un prédécesseur des avant-gardistes qui ont prétendu maîtriser leur vie au même titre que leur œuvre. Dali, alors c'est une formule de Millet, fait preuve d'une intuition pop quand celui-ci, avant Warhol, et en répondant à peu près ceci, il est difficile d'attirer l'attention tendue du monde pendant plus d'une demi-heure de suite, ça c'est Dali qui le dit. Moi j'ai réussi à le faire pendant 20 ans et chaque jour j'ai réussi pendant 20 ans à ce que les journaux publient les nouvelles les plus incompréhensibles de notre époque, envoyées par télétype. Paris, Dali donne une conférence en Sorbonne sur la dentelière de Vermeer et le rhinocéros. New York, Dali débarque à New York habillé dans le costume d'un scaphandrier de l'espace en or, etc. etc. C'est-à-dire occuper l'espace médiatique, le saturer de ce qu'il veut, mais là où
Millet analyse ça plus loin, c'est que dans son livre La vie secrète de Dali, Le journal d'un génie, Le mythe tragique de l'Angélus de Miès, 3 livres à chaque fois à différentes époques, il va parler de lui à la première personne, à la 3e personne. Ces 2 personnes entre elles vont se parler, et on ne va plus trop savoir qui est où. Que cela ait fait le jeu de Dali, on le conçoit. Après s'être raconté, Dali se re-raconte comme un peintre qui n'en finit jamais de retoucher son tableau. Les mêmes grands thèmes structurent ses entretiens, Gala, la mort, la religion, l'érotisme, et on y relie dans des versions un peu différentes des anecdotes déjà racontées dans La vie secrète et le journal. C'est dans les récits et les réflexions à caractère sexuel que l'on trouve le plus d'inédits et de détails nouveaux, ce qui tient peut-être tout à la fois à l'époque, à la nature orale de la narration et aux incitations des interlocuteurs. Ces interlocuteurs espéraient-ils découvrir derrière le mythe la vérité de l'être humain? Même quand leurs questions sont impertinentes, on doute qu'ils y aient cru. Ils venaient plutôt vérifier que le mythe, définitivement, était la réalité. C'est-à-dire, on vient chercher un Dali qui provoque et qui est fou, et le mec, il en donne pour son argent. Ce qui fait que ce travail sur sa propre image, ça se retrouve dans son travail. Autoportrait en mou, voilà, avec du lard grillé en dessous. Autoportrait anti-psychologique, au lieu de peindre l'âme, c'est-à-dire le dedans, ce qu'on attend d'un artiste qui vient d'une tradition de peinture et d'autoportrait, peindre uniquement l'extérieur, le gant de moi-même. Gant qui bien sûr est mangeable, puisqu'il y a du bacon et des fourmis dessus, et que ça va nous permettre de vous offrir un café. La beauté sera comestible ou ne sera pas. On regardera juste après qu'est-ce qu'on va manger. C'est que, indépendamment de cette image qui l'intéresse, il va être marqué, et dans un de ses livres, c'est le regard de Gala, puisque Éluard en parle déjà, elle a un regard très, très puissant, très fort, qui va le marquer, et on va retrouver cette obsession de Gala dans tout son travail continuellement. Le visuel rend ça amour fusionnel, le couple mythique, alors qu'en fait il dit des choses qui sont plus complexes que ça, c'est-à-dire il est en train de trouver une solution qui a l'air d'être juste, je suis amoureux d'une fille. Non, en fait il travaille sur l'obsessionnel et il trouve un objet d'obsession, quelque chose à regarder, quelque chose qui va lui servir à être regardé. Alors pour pas développer, parce que vous avez compris que les textes sont très passionnants si vous voulez aller plus loin, il y a toute une ambiguïté sur sa sexualité, sur le fait qu'il soit, quand il parle de faire l'amour avec, il est de loin, pour faire court, pour que tout le monde voit à peu près comment ça marche. Puisque c'est comme ça que, il y a 3 ans, une femme a dit qu'elle était la fille de Dali, qu'on a déterré Dali, ça paraît complètement fou, pour faire une analyse ADN, et que l'explication la plus trash, mais la plus concrète possible d'Amanda Lear, de dire j'ai été la maîtresse de Dali, il ne m'a jamais pénétré, donc il ne risque pas d'avoir eu un enfant autrement, puisque cette idée, c'est pour ça que je parlais d'utérus au début et de choses comme ça, cette idée de désirer par le regard est très fondamentale dans son travail. C'est pour vous dire que c'est pas juste un truc de quéquette, c'est juste que être en train de regarder, être en train de vouloir et de désirer, c'est pour ça qu'il dit je vais la manger. Il y a des éléments qui font penser à Freud, puisque je vous le souhaite si ça vous est pas arrivé, mais quand on aime quelque chose ou quelqu'un, à un moment donné c'est fusionnel. Ça fait ça avec les bébés d'ailleurs. Ils sont tellement mignons, on a envie de les bouffer, ce qu'on commence à faire quand personne vous regarde. On mange les pieds, les mains, un petit truc mignon, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre qui est très très personnel, et qu'on va dire de façon métaphorique, on retrouve dans le rapport aux autres après. Mais ce qu'on voit dans son obsession de Gala, c'est qu'il en fait un objet en fait. Il part de ce qu'il admire chez Ingres, qui est un nu. Alors on pourrait dire qu'il le dit, Gala m'a complètement crétinisé, c'est-à-dire elle m'a rendu obsessionnel du détail. Donc en effet, d'un certain point de vue, il va devenir, je me disais, sans doute pour s'opposer au dégoût des images des surréalistes, il va aller à fond dans cette imagerie. On peut le mettre à côté de Magritte pour ça, parce que les deux sont des artistes que le grand public aime beaucoup, et qui, si on est surréaliste au sens de Breton, ne colle pas en fait. C'est pas tout à fait le surréalisme qui est vendu par Breton, il est plutôt littéraire, plutôt des associations de mots.
Donc Dali va aller dans un domaine, le dessin précis, le savoir-faire technique qui n'est pas celui de la modernité du tout. Dali reste classique et va soutenir dans la deuxième partie de sa vie Franco, donc le plus classique possible, parce que autant il peut y avoir un peu d'art sous des dictatures avant Staline, chez les bolcheviks, chez les futuristes italiens, autant l'art sous Franco, c'est comme l'art sous Salazar au Portugal. On n'a rien quand même de très flagrant à nous mettre en avant, sauf une espèce de truc à la Arnaud Breker en architecture qui est un peu intéressant, mais enfin picturalement c'est quand même souvent de l'imagerie, en fait des chromos qui vont reproduire l'ensemble. Le chromo sur lequel finalement travaille Dali en fait. Alors, ce qui plaît à tout le monde, c'est que pour un artiste des années 30, 40, jusqu'aux années 80 où il meurt, ben, on a une peinture qui ressemble à de la peinture réaliste, figurative, comme on la faisait. On pourrait dire que ça et ça sont très peu différents. Si on regarde de près, c'est quand même assez différent parce qu'il y a une gestion de la lumière chez Ingres, et la lumière qui vient se poser ici sur l'épaule, et puis l'ensemble est peu éclairé. On a un petit bout de lumière là. On a l'impression de quelque chose qui est très bien peint, mais qui est finalement plus coupant, plus besogneux dans la façon de le représenter. C'est très spectaculaire, hein, c'est très bien fait, mais il y a moins d'ensemble en fait. Les détails ont tendance à revenir continuellement. Et cette idée d'observer Gala, d'être comme obsédé par elle, de parler d'elle à chaque fois, se retrouve dans beaucoup d'images dans lesquelles le corps de Gala va se retrouver être regardé, donc comme un voyeur que sont les peintres, mais elle-même en train de regarder son propre corps en train de devenir des marches avec 3 vertèbres d'une colonne entre ciel et architecture. Voilà, qui fait que le sujet, c'est pas seulement un corps nu et la relecture par une sorte de fantaisie formelle, c'est aussi qui sommes-nous en train de la regarder, mais en plus en train de regarder quelqu'un qui regarde quelque chose, et ce quelque chose, c'est elle-même en train de se transformer. Ce qui fait que l'air de rien, c'est quand même le sujet de Dali, c'est pas de faire des trucs mous pour rigoler, c'est aussi qu'est-ce que c'est que regarder. Ce qui fait que plus tard, quand il fera la Madone de Porliga, qui est le lieu où il a grandi, donc avec la réunion de ce que je vous racontais, la plage, les références classiques comme une Madone de Raphaël, c'est le visage de Gala qui se retrouvera à l'intérieur dans une forme éclatée avec des éléments qui sont plus en apesanteur. On aura 3 visages de Gala apparaissant sur les rochers. On aura le visage de Galatée aux sphères, alors Gala Galatée. Donc, vous voyez, ça peut paraître être montré comme un petit amoureux qui reprend toujours les mêmes sujets, mais en fait c'est un peu plus que ça. Et même quand une des crucifixions les plus célèbres, on est dans les années 50 de Dali, on a encore comme grand témoin Gala en fait. Donc Gala est toujours en train de le regarder. Alors ce que décrit Catherine Millet, et je vous assure que c'est vraiment passionnant pour ça, c'est que tout le monde voit ce qu'est onanisme, normalement c'est dans un coin caché. Quand il était petit, c'est Dieu qui le regarde. Quand il est grand, c'est Gala. Voilà. Il y a un transfert simple, si tout le monde est volontaire, si ça se fait bien. Voilà, ce qui fait que cette idée d'être vu, de regarder, d'être vu en train de regarder, est vraiment au cœur de son travail. Il faut rappeler quelque chose qui est très important, c'est que, et elle ne se prive pas de le faire, vous savez peut-être, parce qu'on dit ça aux petits garçons, mais les filles nouvelles, on leur dira un jour, qu'il faut arrêter de se tirer sur la nouille parce que ça rend sourd. En Espagne, ça rend aveugle. Et c'est pas rien. C'est-à-dire que le désir, ce que l'on voit, ce que l'on cherche à posséder en regardant, on a un petit Dali, mais c'est complètement hallucinant, parce que cette forme de Dali qui soulève la peau de la mer Méditerranée pour montrer à Gala la naissance de Vénus, puisqu'elle est là, ben on pourrait dire que si je me place sur le haut, j'ai un Dali correct, correspondant au canon du surréalisme, c'est-à-dire un fond fondu, un horizon avec la mer, et puis une forme un peu curieuse, dans lequel, si on voulait s'amuser, on pourrait commencer, comme Léonard de Vinci, à voir des bidules, on ne sait pas ce que c'est. Et on voit la déformation, tout à fait le surréalisme qui est vendu par Breton, il est plutôt littéraire, plutôt des associations de mots.
Donc Dali va aller dans un domaine, le dessin précis, le savoir-faire technique qui n'est pas celui de la modernité du tout. Dali reste classique et va soutenir dans la deuxième partie de sa vie Franco, donc, le plus classique possible, parce que autant il peut y avoir un peu d'art sous des dictatures avant Staline, chez les bolcheviks, chez les futuristes italiens, autant l'art sous Franco, c'est comme l'art sous Salazar au Portugal. On n'a rien quand même de très flagrant à nous mettre en avant, sauf une espèce de truc à la Arnaud Breker en architecture qui est un peu intéressant. Enfin, picturalement, c'est quand même souvent de l'imagerie, en fait, des chromos qui vont reproduire l'ensemble. Le chromo sur lequel, finalement, travaille Dali, en fait. Alors, ce qui plaît à tout le monde, c'est que pour un artiste des années 30, 40, jusqu'aux années 80 où il meurt, ben, on a une peinture qui ressemble à de la peinture réaliste, figurative, comme on la faisait. On pourrait dire que ça et ça sont très peu différents. Si on regarde de près, c'est quand même assez différent parce qu'il y a une gestion de la lumière chez Ingres, et la lumière qui vient se poser ici sur l'épaule, et puis l'ensemble est peu éclairé. On a un petit bout de lumière là. On a l'impression de quelque chose qui est très bien peint, mais qui est finalement plus coupant, plus besogneux dans la façon de le représenter. C'est très spectaculaire, hein, c'est très bien fait, mais il y a moins d'ensemble en fait. Les détails ont tendance à revenir continuellement. Et cette idée d'observer Gala, d'être comme obsédé par elle, de parler d'elle à chaque fois, se retrouve dans beaucoup d'images dans lesquelles le corps de Gala va se retrouver être regardé, donc comme un voyeur que sont les peintres, mais elle-même en train de regarder son propre corps en train de devenir des marches avec 3 vertèbres d'une colonne entre ciel et architecture. Voilà, qui fait que le sujet, c'est pas seulement un corps nu et la relecture par une sorte de fantaisie formelle, c'est aussi qui sommes-nous en train de la regarder, mais en plus en train de regarder quelqu'un qui regarde quelque chose, et ce quelque chose, c'est elle-même en train de se transformer. Ce qui fait que l'air de rien, c'est quand même le sujet de Dali, c'est pas de faire des trucs mous pour rigoler, c'est aussi qu'est-ce que c'est que regarder. Ce qui fait que plus tard, quand il fera la Madone de Porliga, qui est le lieu où il a grandi, donc avec la réunion de ce que je vous racontais, la plage, les références classiques comme une Madone de Raphaël, c'est le visage de Gala qui se retrouvera à l'intérieur dans une forme éclatée avec des éléments qui sont tous en apesanteur. On aura 3 visages de Gala apparaissant sur les rochers. On aura le visage de Galatée aux sphères, alors Gala à Galatée. Donc, vous voyez, ça peut paraître être montré comme un petit amoureux qui reprend toujours les mêmes sujets, mais en fait c'est un peu plus que ça. Et même quand une des crucifixions les plus célèbres, on est dans les années 50 de Dali, on a encore comme grand témoin Gala en fait. Donc Gala est toujours en train de le regarder. Alors ce que décrit Catherine Millet, et je vous assure que c'est vraiment passionnant pour ça, c'est que tout le monde voit ce qu'est onanisme, mais normalement c'est dans un coin caché. Quand il était petit, c'est Dieu qui le regarde. Quand il est grand, c'est Gala. Il y a un transfert simple, si tout le monde est volontaire, si ça se fait bien. Voilà, ce qui fait que cette idée d'être vu, de regarder, d'être vu en train de regarder, est vraiment au cœur de son travail. Il faut rappeler quelque chose qui est très important, c'est que, et elle ne se prive pas de le faire, vous savez peut-être, parce qu'on dit ça aux petits garçons, mais les filles nouvelles, on leur dira un jour, qu'il faut arrêter de se tirer sur la nouille parce que ça rend sourd. En Espagne, ça rend aveugle. Et c'est pas rien. C'est-à-dire que le désir, ce que l'on voit, ce que l'on cherche à posséder en regardant, on a un petit Dali, mais c'est complètement hallucinant, parce que cette forme de Dali qui soulève la peau de la mer Méditerranée pour montrer à Gala la naissance de Vénus, puisqu'elle est là, ben on pourrait dire que si je me place sur le haut, j'ai un Dali correct, correspondant au canon du surréalisme, c'est-à-dire un fond fondu, un horizon avec la mer, et puis une forme un peu curieuse, dans lequel, si on voulait s'amuser, on pourrait commencer, comme Léonard de Vinci, à voir des bidules, on ne sait pas ce que c'est, et on voit la déformation pourrait être surréaliste. Ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est que
cette idée de regarder, montrer ce qu'on ne doit pas regarder, c'est au cœur de son travail. Et donc, dans cette Léda, qui est encore une référence classique, entre une déesse et puis un cygne, on a toujours le visage de Gala. Et ce que Dali résume, c'est que le lien entre elle et Gala va se retrouver assoiffé d'absolu. C'est le tableau clé de notre vie, tout qui est suspendu dans l'espace sans que rien ne touche à rien. La mort elle-même s'élève à distance de la Terre. Ce qui fait que on peut, quand on prend ces paroles, prendre ça juste pour une espèce de boursouflure du moi qui est complètement déliante, mais le fait que les objets soient plus dans leur pesanteur, le fait que tous les éléments soient, on pourrait presque jouer avec le mot fascinant, en fait, c'est-à-dire chaque détail est là pour nous intriguer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le tour de force du nu, on dirait Man quand il revient du ski, avec le visage de Gala pourrait suffire à faire le glissement de sens, c'est-à-dire on a sa femme qui devient une déesse avec un signe, finalement. Ça suffirait bien avec un fond uni et puis quelques... Mais en fait, il donne l'impression, à première vue, que c'est un tour de force que de mettre ces objets en hyper réaliste soulevés. Mais ce qui est en train de se passer, c'est pas finalement le tableau qui est important, c'est le processus qui amène ça. C'est-à-dire des éléments de référence, des éléments de fascination, des éléments d'obsession qui sont secoués dans la tête de Dali et qui sont en train d'être rejoués autrement qu'ils n'ont l'air. Et alors, qu'est-ce que ça va donner qui est un peu le cœur de ce que je veux vous montrer aujourd'hui? C'est que, c'est là que je cherchais tout à l'heure ma petite photo, c'est qu'elles étaient deux côte à côte. Voilà, quand il travaille avec des très petits objets, très très minutieux, il y a une sorte de mini palette, ce qui n'empêchera pas de faire des toiles qui quelquefois font plus de 4 mètres de long. C'est très très spectaculaire. Vous vous rappelez que l'intérêt pour Catherine Millet, il est à contre-courant de la mode, c'est-à-dire comme Dali, c'est plutôt des posters avec des choses réalistes qui plaisent au grand public. L'art contemporain s'est beaucoup éloigné de ça. Et elle raconte dans l'introduction que c'est son intérêt, un travail sur Yves Klein au début, un livre, où elle s'est rendue compte qu'il se référait à des choses de l'ésotérisme, qui lui fait voir qu'il y a finalement dans l'art contemporain des choses plus ancestrales, et qui lui fait voir que ce goût pour l'excrément, pour ce qui sort du corps, pour le sang, finalement se retrouve dans plein d'artistes, dont Dali. Et que en fouillant, elle se rend compte que pas mal d'artistes, même contemporains d'aujourd'hui, s'intéressent à son travail. Alors ce qui m'intéresse de vous montrer maintenant, c'est le cœur de ce que fait Dali, c'est-à-dire regarder, et montrer quelque chose qui est regardé. Ça, c'est un de ses plus anciens tableaux de jeunesse. Voilà, c'est une copie. On est en 1925, c'est sa sœur, dont il existe un texte qui parle qui est un ensemble de mémoires. Elle est à la fenêtre. Donc on ne peut pas faire mieux comme si vous voulez devenir prof d'histoire de l'art amateur premier niveau. Voilà. La fenêtre, quelqu'un qui regarde, quelqu'un qui est regardé, c'est un tableau dans le tableau, donc on a tous les éléments. Par contre, on aura un peu plus loin une jeune fille auto-sodomisée par les cornes de sa propre chasteté, donc ça veut dire que ça peut assez mal tourner. Mais on est toujours sur la même chose, c'est-à-dire une fille qui est en train d'être vue, alors qu'on la regarde et qu'on est plutôt en retrait. Alors moi ce qui me plaît dans ça, c'est pas seulement, on pourrait dire que c'est parce que je vous montre des trucs vieux, c'est quand même assez drôle, parce que auto-sodomiser c'est déjà quand même compliqué, hein, je pense que, mais par sa propre chasteté ça commence à poser des problèmes mécaniques qui fait que comment un type peut avoir trouvé une idée comme ça, à part associer des idées, à part avoir de l'humour, c'est-à-dire à jouer, à mélanger tous ces éléments. Mais cette figure-là, je viens de le montrer là, de la femme accoudée qui regarde à l'extérieur, se retrouve continuellement dans son travail. Et puis cette idée de regarder, elle se retrouve dans le film avec Buñuel, dont j'ai coupé le morceau, parce que si vous ne l'avez jamais vu, ça commence par ça. Et si vous voyez ça une fois dans votre vie, je ne le montre pas là, tu l'oublies jamais de ta vie, c'est que, en gros, le monsieur, c'est d'ailleurs Buñuel qui joue le rôle, va écarquiller l'œil de la dame, et le couper avec une lame de rasoir, on peut pas le louper. Et ben qu'est-ce que ça dit? Ça dit on va vous ouvrir les yeux, en fait, on va vous montrer ce qu'il y a à voir que à la fois vous n'avez pas vu, puisque juste avant que ce rasoir coupe, on voit un nuage qui coupe la lune, et les deux sont associés, donc on va vous ouvrir les yeux, mais on va aussi, par notre film, vous faire voir autre chose que ce que vous avez déjà vu.
Et puis souvent dans ce chien andalou, on a quelque chose que Dali va réutiliser, vous l'avez peut-être vu dans la petite vidéo, c'est l'idée de Dieu qui ne voit pas, en fait, c'est-à-dire Dieu révulsé, qui sont à la fois une espèce de mystique et en même temps, puisque vous vous rappelez que l'éducation religieuse de Dali, c'est pas rien du tout, surtout en Espagne, on n'est pas là pour rigoler, mais les yeux qui ne voient plus, c'est comme les yeux qui voient à l'intérieur de soi, et les yeux qui sont à mi-chemin entre... Là, il suffit d'un Saint Sébastien, qui est le saint patron de Cadaqués, entre l'orgasme et la mystique, c'est pas long. Je préfère raconter ça quand il n'y a pas ta fille religieuse, Jacqueline. Oh, mais elle est très ouverte. Parce que la fille de Jacqueline est vraiment religieuse, et elle sera là la semaine prochaine. Après, le rapprochement entre les deux, c'est pas une provocation, c'est que les extases qu'on a vues, même dans le baroque, que nous ont présenté... C'était toi, Audrey. Voilà, on voit bien que entre l'endormissement, entre le relâchement et puis la mystique, on était pas loin. Alors, ce que dit Dali à propos du chien andalou, le film obtint les résultats escomptés pour moi. Il ruina en une seule soirée 10 années d'après-guerre et d'avant-gardisme faussement intellectuel, donc il se place contre le reste. Cette chose immonde que l'on appelait l'art abstrait et non figuratif tombait à nos pieds, blessé à mort pour ne plus se relever. Vous voyez, un des enjeux, c'est cette figuration, l'image que l'on va voir. Après avoir vu un œil de jeune fille coupé en deux par un rasoir au début de notre film, il n'y avait plus de place en Europe pour les petits losanges maniaques de Monsieur Mondrian. Alors ce qui est rigolo, c'est que ce qui est au cœur de ça, si je passe la matinée à vous dire ça, c'est si on prend ça pour de la mégalo, ça règle la question. Ce qui est intéressant, c'est que la lutte qui se fait là, c'est sur l'image. En fait. Sur est-ce que l'image peut apporter quelque chose et transporter notre façon de regarder. Donc les formes qu'on va retrouver, voilà, l'énigme du désir, une énigme, puisque je vous dis qu'on le retrouve souvent dans les tableaux de Dali, des ombres qui ne sont pas cohérentes, toujours cette plage, des flageolets, on n'en avait pas parlé encore, des fourmis, c'est-à-dire des choses assez simples, finalement, l'ensemble. Alors on met les cils dans les poils, si vous permettez, parce que c'est une grande famille, hein, les poils, il y en a plein partout, donc les cils sont à la fois l'œil qui s'ouvre, qui se ferme, alors là, je ne vais pas faire de la psychanalyse de balle, mais enfin, il y a des endroits du corps qui s'ouvrent, qui se ferment avec des poils autour, pour faire court, et donc qui sont quand même les obsessions qui se retrouvent de l'un à l'autre, et puis avec des formes surtout qui sont une sorte d'association visuelle pour quelqu'un qui parle de non-peinture abstraite. C'est quand même assez abstrait l'ensemble, qui est le sous-titre est ma mère, ma mère, ma mère. C'est-à-dire on a une forme qui englobe quelque chose, et pour faire court, moi, mon interprétation s'arrête là. C'est-à-dire, je repère des formes qui se retrouvent régulièrement, je suis face à une énigme, vous pouvez en lire des pages, il peut y avoir des tas d'explications possibles, je ne dis pas le contraire. Ce qui m'intéresse de regarder, c'est comment il y a un fil rouge entre plusieurs de ces tableaux, et que dans tous ces cas-là, il s'agit de montrer quelque chose. Alors, un des plus connus, qui est à Beaubourg, c'est que Dali s'est retrouvé face aux surréalistes et qu'il trouvait qu'il n'était pas très politique, alors il a expliqué comment est arrivé en 31, puisqu'il les a rencontrés entre 29 et 31. Hallucination partielle, vous voyez, on est toujours sur qu'est-ce qu'on voit pas. 6 apparitions de Lénine sur un piano, c'est quand même pas tous les jours que ça t'arrive. Hein. Selon Dali, il s'agit d'une image hypnagogique, on va y revenir, dont il décrit le processus à l'heure du coucher, on dirait une sorte de compte-rendu littéraire de médecin. Je vois le clavier bleuâtre, ouais, très luisant, d'un piano dont la perspective m'offre en raccourci une série de petites auréoles jaunes et phosphorescentes entourant le visage de Lénine. Et le jeu, c'est de répondre par une sorte de pied de nez à la demande de politisation de Aragon et de Éluard et de Breton. Puisque Dali ne va pas cacher très tôt à la fois qu'il n'est pas communiste, puisqu'il dit Picasso est espagnol comme moi et communiste pas comme moi. Enfin, il dit communiste moi non plus. C'est-à-dire que cette idée de politiser l'ensemble l'ennuie, et vraisemblablement catholique, conservateur, aimant l'argent, et puis plutôt traditionnaliste, il va en effet
travaillé sous Franco et resté sous Franco. Par contre, je vais le montrer après. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a un vrai sens de la provocation jusqu'au bout, puisqu'il va écrire, pour faire chier ses copains surréalistes, de très beaux textes sur la forme dodu du dos d'Hitler qui le fascine. Dans les années 30 quand même, ce qui est tout à fait curieux. Mais en même temps, il faut se rappeler que si on fait de la provocation, c'est pas de la provocation de salon, et que cette obsession pour cette force nazie qui arrive, ben, elle existe dans d'autres endroits. Donc en fait, en le rendant excessif, il pose des questions. En fait. C'est qu'on a longtemps mis de côté ces tableaux où il parle d'Hitler, et ces textes surtout, pardon. Et en fait, on ne sait pas quoi en faire. Et ce que dit Catherine Millet, c'est que ce jeu d'obsession et ce fait de regarder quelque chose qu'on ne doit pas regarder, ça s'applique exactement à ce sujet-là. C'est-à-dire, si tu es fasciné par le dos dodu d'Hitler, à première vue, tu le dis à personne. Et puisque son idée, c'est de nous montrer ce qu'on n'a pas le droit de regarder, il ne va pas se gratter. Alors, vous connaissez sans doute le plus important, la persistance de la mémoire, puisqu'on va avoir des choses qui lui sont apparues, qui ressemblent à cette caractère informel des rêves. Et puis, ces rêves, il va les travailler, on va lui proposer de travailler pour le cinéma. Disney va lui proposer de travailler, il va faire un travail avec eux, il va travailler pour Hitchcock, il va réaliser 2 séquences qui ne seront pas éditées, que voilà. Seulement des tentures partout, avec des yeux peints dessus. Il y avait un homme avec des grands ciseaux qui coupait les tentures. Alors le projet va être complètement refusé tellement ça effraie les producteurs. Mais on est toujours sur cette idée de rêve et de fascination qui va renouveler avec Hitchcock. Ah ben alors c'est tout bête, mais quand même. Le Dali qu'on mettrait plutôt dans une catégorie peinture classique, travaille pour le cinéma, donc, culture populaire, travaille sur cette idée de rêve, et en effet des transferts vers... où Disney, ça peut paraître curieux, mais c'est les années de Fantasia. Vous voyez, le petit Mickey qui fait des orchestres, c'est des trucs complètement invraisemblables. D'ailleurs, il suffit de creuser votre culture Disney, parce qu'il y a des rêves... Même chez Mowgli, hein, dans le livre de la jungle, il y a des choses qui sont un peu barrées. Et puis encore plus avec Hitchcock, qui est son exact contemporain. Donc l'idée de rêves qui sortent d'eux-mêmes, de fascination pour la psychanalyse, ça va plutôt être dans les années 40 à Hollywood, puisque si vous n'avez jamais vu, c'est un peu après, mais Reflet dans un œil d'or, c'est quand même c'est un des plus beaux films de l'histoire du cinéma, c'est quand même bien tordu, et on est dans des sujets à la Dali, puisque c'est un monsieur, Marlon Brando, qui est très amoureux, qui est militaire, qui est très amoureux de sa femme Elizabeth Taylor, et il a l'air d'être plutôt content quand elle est draguée par un jeune homme sous ses ordres. Voilà, donc il y a tout un jeu de rapport de force entre chacun, et puis de domination, puisque à la fois elle est en train apparemment d'être séduite, puisque lui il n'arrive pas à être son mari, mais en même temps lui il peut humilier le garçon, enfin tous ces sujets qui se retrouvent dans ce que je viens de vous raconter de Dali. Et ça se retrouve sur une petite chose qui est très mignonne, c'est que c'est un des rares collages, je suis en 33, qui s'appelle Le phénomène de l'extase. Donc un collage, si vous avez entendu, je vous ai dit la dernière fois que j'ai fait des petites vidéos qui durent 1 minute 50, qui s'appelle C'est peut-être un détail pour vous, il y en a 10, si vous allez sur la chaîne de préfiguration sur YouTube, vous pouvez, si vous êtes sur Gmail, vous cliquez sur le pouce, et comme ça chaque fois qu'il y en aura une autre, vous la recevrez. Et je me suis amusé à raconter comment un détail peut raconter l'ensemble. Alors en fait c'est très simple, c'est qu'il va prendre des photos qui ne sont pas de lui, dont vraisemblablement une espèce de film porno des années 30, des photos de femmes, des photos de sculptures, une épingle à cravate, une chaise basculée, des beaux hommes à moustache, et puis surtout des séries d'oreilles. Voilà, donc déjà, collage, association d'images, c'est pas là où on attend Dali forcément.
avec un système de jointure. Vous voyez, le noir, c'est pas forcément très bien collé, soit dit en passant aussi. Et puis, quand on a le titre, ça nous donne une piste, puisqu'il s'agit d'une énigme. Alors le titre, ça pourrait faire un thème en soi sur l'histoire du détail. C'est-à-dire, un titre, c'est une piste pour entrer, mais c'est un coup à nous tromper, c'est une fausse piste pour Colombo. Alors le phénomène de l'extase, on peut le reconnaître dans le fait que ces femmes ont les yeux clos, ou le visage basculé, ou le corps basculé en arrière. On pourrait imaginer, si l'extase est quelque chose lié à la musique, que toutes ces oreilles soient reliées à ça, et ce basculement, on le retrouve dans la petite chaise, et que la musique, c'est quelque chose qu'on entend. Voilà, c'est pour ça qu'il y aurait des oreilles. Mais aussi, si on lie extase religieuse et puis sexuelle, c'est le moment où on n'entend plus rien, justement, où quelque chose d'autre vous entend. Et là où ça devient un détail passionnant, c'est que la façon dont les photos sont collées, l'ensemble a la forme d'une oreille. C'est-à-dire que l'ensemble du collage lui-même est en train de vous dire quelque chose qui est comme un labyrinthe qui tournerait à l'intérieur. Donc en fait, c'est pas une clé non plus, c'est quelque chose qui, ça a l'air d'être un détail, mais ça raconte quelque chose de plus que l'association d'images en fait. Là, on est au cœur du travail de Dali, c'est-à-dire, je pars des images, je raconte quelque chose sur l'extase à mi-chemin entre le religieux, l'orgasme et le plaisir, et en même temps, je suis déjà en train de montrer, et c'est ça qui est le plus passionnant pour nous, de la mécanique de construction d'une image. Comment l'ensemble se fait. Alors on a, je l'ai trouvé qu'en petit, l'Angélus, Gala et l'Angélus de Millet avant l'arrivée imminente des anamorphoses coniques surréalistes. Voilà, puisque l'ensemble peut se regarder. Par contre, c'était important que je vous le montre parce que c'est une porte dans laquelle on voit quelque chose qui n'est pas ce qu'on doit voir, puisqu'il y a une espèce de monstre qui est sur le côté, donc c'est l'œilleton qui fait qu'on découvre quelque chose. Et puis, ce que raconte Catherine Millet, c'est là où elle est forte, parce qu'elle a un petit défaut, c'est que contrairement au livre d'histoire de l'art habituel, elle n'a pas une progression normale, elle fait des... On est obligé de tout lire en fait, elle fait des passages par un point et par un autre. Alors, elle dit, tiens, Dali est un être médiatique, donc évidemment, il se fait prendre en photo, sans doute par un journal, il se met en scène. Ouais, il serait tellement fou, tellement inspiré qu'il serait dans son bain. Et puis elle remarque deux choses, parce qu'elle dit, moi-même, en tant qu'historienne de l'art, je suis obsédé par le détail et par regarder. Et qu'est-ce que j'y vois? J'y vois premièrement que le journaliste ou Dali, quand il est monté, il a dû déplacer le petit tapis de bain, et donc, parce qu'on a l'impression qu'il est chez lui comme s'il n'y avait personne, alors qu'en fait, vous vous doutez que c'est mise en scène, mais qu'on est censé oublier que c'est mise en scène. Alors elle dit, aujourd'hui, on fait tellement attention aux détails, un photographe aurait remis le petit tapis pour que ça ait l'air encore plus comme si c'était vrai, parce que finalement, on s'en fout de ce qu'il regarde. Ce qui est en train d'être montré, c'est nous qui le regardons dans une situation où il ne devrait pas être. Et là où elle-même est soupçonnée, c'est Dali et moi, par l'obsession du détail à regarder, c'est qu'elle reconnaît un petit flacon d'Ortex, c'est-à-dire un liquide qu'on se met dans les yeux quand on a des conjonctivites, ce dont souffre Dali. Et donc elle dit, il y a une double information qui est un détail et qui donne plein d'informations, c'est que la première, c'est que Dali lui-même a des problèmes avec ses yeux, et donc cette idée de perdre la vue ou d'être fasciné par ce qu'il doit regarder ne le quitte jamais. Et le second détail, il parle plutôt de Catherine Millet, c'est-à-dire que quand tu aimes les images, tu passes ton temps à les regarder, à les ausculter, à les examiner de A à Z. Alors c'est sur ça que Dali va jouer, parce que finalement, tous ces détails font qu'on ne voit pas tout de suite la tête de Voltaire. Et que petit à petit, vous allez voir quelqu'un qui regarde quelque chose, qui regarde un ensemble, qui regarde le reste, et qui fait que votre cerveau va se perdre à chercher. Et que cette obsession du détail, elle est là pour venir vous trituiller. Alors, de toute façon, les yeux de Voltaire, son nez, sa bouche, son menton, et puis l'ensemble de sa masse crânienne. Alors, vous savez que après Freud, les Allemands, Gestalt, c'est-à-dire les gens qui s'intéressent à la perception en Allemagne dans les années 10, vont être fascinés. En gros, dès qu'on voit le Voltaire, on n'arrive plus à voir autre chose. C'est chiant. Ça veut dire qu'on voit avec son cerveau. Et ça veut dire que toutes les formes sont un peu... Il y a des formes qui viennent vers nous plus que d'autres et qu'on a du mal à... Ça, c'est des petits jeux à la noix sur Internet. C'est-à-dire, si tu vois un singe, c'est que tu es intelligent. Si tu vois un lapin, c'est que tu es une fille, ou je sais pas quelle connerie comme ça. Une sorte de faux test psychologique, mais qui fait que, regarder, ça a l'air tout bête, mais c'est découper dans le monde quelque chose. C'est-à-dire,
je peux très bien ne voir quand même que deux nonnes à collerette qui ont l'air de tenir quelque chose. Mais comme elles collent pile au pied et que ce pied lui-même est posé sur quelque chose et qu'on est habitué à ce qu'une statuette est posée sur un socle, eh ben, notre œil, il invente en fait, il se balade. Et c'est ça le sujet de Dali en fait, c'est de nous montrer quelque chose qu'on voudrait voir, qu'on ne peut pas voir et de nous forcer à le regarder. C'est là où sa perversion serait plus forte plutôt que parler seulement de l'ensemble. Donc on va avoir des formes qui sont curieuses, sur lesquelles on va inventer quelque chose, et puis on va voir qu'il y a une chaussure dans son dos, et puis qu'on n'est plus très sûr qu'elle soit de face, et puis surtout on n'est pas très sûr que cette forme corresponde exactement à son reflet. Et puis le plus spectaculaire, c'est que le reflet de Narcisse devienne une espèce de main qui tient un œuf, et qu'on pourrait se perdre dans cette tête en avant, le bras posé. Le genou nous aide à nous tromper, parce que si vous regardez bien les doigts 1 et pouce, on n'a pas besoin de lui en fait. Lui, il est là pour faire une comparaison qui fait qu'on se trompe en fait. Si vous le mettez là, ça marche moins. Il y a la posture de sa tête qui joue. Et puis un Narcisse qui pousse. Et puis quand même, ça a l'air de rien, mais là on n'a pas besoin de faire des grosses analyses, mais Narcisse c'est celui qui se regarde, c'est celui qui tombe dans son reflet, donc ça a l'air tout bête, mais pour quelqu'un qui doit conclure un cours, ça nous permet de savoir qu'il y a trop de détails en fait, et qu'on pourrait passer son temps à voir l'ensemble, à découvrir l'ensemble. Voilà, même quand on est dans des événements qui sont très très spectaculaires, très cinématographiques, parce que il y a beaucoup dans les textes de Dali des choses autour du cinéma, autour de la photo, et vraiment beaucoup. La peinture comme photographie à la main, c'est une formule de 33. À cette époque, la passion pour l'objectivité, vous vous rappelez que c'était la sainte objectivité qu'il voulait voir avec, à la façon de Saint-Sébastien qui ressent rien, en fait il serait neutre par rapport à ce qu'on voit, donc il peint le plus possible comme un appareil photo, ce qui n'est pas forcément l'idée de la peinture initialement. On ne soulignera jamais assez que cette dernière, la paranoïa critique, et c'est là-dessus que je vais conclure, est une façon de s'ancrer dans le visible, c'est-à-dire la paranoïa critique, c'est une méthode que Dali invente, qui est une façon de voir autre chose que ce qu'on voit. Donc l'association des tas d'éléments va nous donner des éléments encore d'autres pour résoudre une énigme, pour finir par voir un personnage qui verrait autre chose, qui verrait autre chose. Si je vais un peu vite, il faudrait développer plus pour expliquer ce que c'est. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette paranoïa critique, c'est une façon de se mettre à distance des images. La question que les surréalistes soulevaient, c'est-à-dire si on montre des images, tout le monde va être fasciné, là, elle est questionnée en fait, parce que si on voit ça que comme un tour de force, c'est le danger de ces peintures-là. Le type, il n'est pas dans le bon sens, il a l'air de flotter. On ne voit pas que chez Dali, il y a cette idée de nous dire qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je suis en train de regarder, qu'est-ce que je suis en train de mal voir. En fait, c'est-à-dire, si je reconnais la Vénus de Milo, et bien effectivement, je vois son torse, mais en fait, je vois qu'il y a un visage à l'intérieur, et que ce visage est fabriqué par le contour extérieur. Le coude lui-même donne un autre élément, et puis on va retrouver en lointain les ombres chinoises, puis des éléments qui font penser à cette tête éclatée de Raphaël, puisque ce tableau lui-même, il est très grand. Voilà. Dali va être fasciné par les illusions d'optique, il va travailler avec des gens un peu à la façon de Vasarely, oui, justement, fasciné par la science, et donc il va travailler avec des pixels, avec des éléments qui permettent de voir autrement que ce qu'on voit. Et ce thème se retrouve très fort dans cet Angélus de Gala, alors là qui est une sorte de saturation de qui regarde qui regarde qui regarde qui, puisque ce dos qu'on avait vu juste avant, cette femme témoin qui se regarde, il va la fabriquer dans un tableau qui est une sorte de jeu avec ce qu'a s'est amusé à faire Velázquez. Vous savez, je suis dans un reflet qui me montre dans un miroir, puisque ce tableau lui-même devait être fait, on en a que 2 versions, il devait en faire 6 pour faire une espèce de vision stéréoscopique. Donc cette fascination pour qu'est-ce qui est regardé, qu'est-ce qui peut être vu, est complètement étonnante, puisque il s'agit de voir que ils n'ont pas Dieu d'ailleurs à certains morceaux du tableau, et qu'il y en a un qui regarde l'autre, qui dévore l'autre du regard, c'est le cas de le dire, puisqu'il doit l'avaler, et qu'il se représente de dos, ce qu'avait fait Vermeer dans l'atelier, et qu'on a un cadre dans un cadre dans un cadre qui donne un reflet, on pourrait se régaler sans fin. Et puis parce que on voit Gala qui est nue telle une déesse devant
un rebord en train de regarder l'ensemble, mais que si vous reculez et que vous plissez des yeux, l'ensemble nous fait la tête d'Abraham Lincoln, qui est à la fois en petit ici et qui est sur l'ensemble si vous plissez beaucoup des yeux. Donc le fait qu'un élément qui a l'air d'être un pixel, hein, c'est le moment où il se développe, on est dans les années 76, le portrait de Gala regardant la Méditerranée qui à 20 mètres de distance se transforme, eh bien le jeu c'est qui regarde quoi et quel spectateur fait la même chose que Gala. C'est-à-dire on n'est pas encore cul nu, mais on est en train de regarder la dame adossée à ce qu'on sait pour voir un peu l'ensemble. Et puis, ce qui me sert de conclusion, parce que c'est assez fort, c'est que dans le Minotaure, la revue surréaliste des années 20, Dali avait écrit un article sur cette photo. Voilà, ça s'appelle « Psychologie non euclidienne d'une photo ». Et ce qu'il y dit qui est très passionnant, un début de réponse se trouve dans un texte de Dali publié en 1935 dans Minotaure, « Psychologie non euclidienne d'une photographie ». Il appelle ça « l'attention fouinarde ». C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que regarder, qu'est-ce que c'est qu'être obsédé par un détail, puisque c'est de ça dont on parle toute l'année. Alors vous allez être, c'est là où votre cerveau enquête pour avoir la réponse avant que je vous la lise. Je me demande si vous allez trouver. Il explique qu'il faut être capable de détourner les yeux du centre hypnotisant de l'image. Voilà, c'est bien son sujet en fait, c'est qu'est-ce qu'on regarde. Invitant son lecteur à examiner une photographie à la fois banale et étrange, 3 personnes posent à la porte d'une devanture, 2 femmes au port fier, un homme à l'arrière comme un spectre dans l'ombre. Dali attire son attention vers le détail insignifiant d'une toute petite bobine sans fil qui se trouve contre le bord du trottoir dans l'angle inférieur gauche de la photo. Il s'ensuit que ce déchet livide réclame à grands cris une interprétation et qu'il s'agit en fait d'une chose folle. C'est-à-dire que ce dont Dali joue, c'est que le prof d'histoire de l'art, il est en train de vous raconter qu'il y a ça, il y a un monsieur derrière et tout, mais ça, on s'en fout en fait. Enfin, on s'en fout carrément. En même temps, si on est sérieux, on doit parler de tout. Donc l'image, elle passe, ça, la formule est merveilleuse. Ce déchet livide réclame à grands cris une interprétation. Tiens, l'objet, il dit « Coucou, je suis là sur l'image, interprétez-moi, monsieur le prof d'histoire de l'art, parce que sinon je serais orphelin. » Et en fait, c'est ça le sujet de ce que veut faire Dali. Et quand on regarde, c'était mon dernier qui est là, voilà quand il dit l'unique différence entre un fou et moi, c'est que je ne suis pas fou, c'est qu'il joue avec cette espèce d'obsession qui était plutôt sur un objet qui bascule sur Gala. C'est pas qu'un jeu passionnel pour se mettre en scène, il joue avec sa propre image, et il s'amuse de cette image et à l'alimenter continuellement. Et puis finalement, il n'est pas si fou que ça dans la façon de le faire, il est même plutôt sage parce qu'il met à distance le regard, ce qui fait que vous pouvez aller dans un musée, vous avez tout ce qu'il vous faut, des cils, mais vous avez quand même une dame qui a l'air de s'intéresser à un sujet qui habituellement est plutôt réservé à l'intimité. On a oublié de le dire, des sauterelles, et au cas où vous ne voudriez pas voir, le truc qui est là, ça s'appelle le grand masturbateur. Et pourtant, c'est pas ce qui est montré. Alors si on ne s'y connaît pas en mécanique, on ne peut pas savoir ce qui va arriver, mais c'est quand même le sujet, c'est-à-dire nous montrer des choses qu'on ne doit pas voir normalement, et dans lequel les objets vont nous appeler notre interprétation, ils ne vont pas pouvoir s'empêcher de nous raconter quelque chose. Et le tableau qu'il fait exclure du mouvement surréaliste, c'est le jeu lugubre, où on a ce jeu avec les personnages qui ont des mains démesurées, qui ont des chapeaux, des formes qui fabriquent d'autres formes, et puis vous vous doutez que Catherine Millet va s'en donner à cœur joie avec les textes que j'ai suggérés, c'est que sur le côté, on a un petit monsieur qui a l'air complètement dans les bras effondrés parce que il a fait caca popo. Et ça, les surréalistes, ils supportent pas qu'on leur montre ça, en fait. C'est-à-dire l'image de quelque chose qui est censé être répugnant. Et c'est là où un tableau comme ça est moins montré, parce que la persistance de la mémoire, les montres molles, ça donne une image qui est plus soft. En fait, il nous montre toutes ces choses qu'on ne veut pas voir, tous ces détails qu'on ne voudrait pas regarder. Alors, on le retrouve dans ce tableau que je vous ai montré au début, et puis si je vais vite, vous allez... il est fasciné par le dos tendre et dodu d'Hitler, toujours si bien sanglé dans son uniforme. Voilà, le genre de truc qu'on ne veut pas voir, parce que déjà, s'intéresser à Hitler, le défendre, c'est chelou, mais en fait, Hitler n'est à première vue, je sais pas, si je devais vraiment me projeter, Mussolini a l'air un peu plus sexy que Hitler, ou je sais pas, que Salazar.
Et en même temps, c'est quand même des questions qu'on ne devrait pas se poser. Chaque fois que je commençais à peindre la bretelle de cuir qui, partant de sa ceinture, passait sur son épaule opposée, la mollesse de cette chair hitlérienne, comprimée sous la tunique militaire, créait en moi un état d'extase gustatif, laiteux, nutritif et wagnérien, ce qui fait que de ces convictions qui ont l'air d'être ambiguës, ce qui est le cas, hein, politiquement, il est plutôt conservateur à droite, il critiquera jamais Franco, donc on pourrait dire qu'il est d'extrême droite, c'est pas un souci, mais il en fait toujours un objet de sa fascination, en fait. Voilà, qui faisait violemment battre mon cœur, émotion très rare que je n'éprouvais même pas en faisant l'amour. De plus, je considère Hitler comme un masochiste intégral, possédé par l'idée fixe de déclencher une guerre pour la perdre ensuite héroïquement. L'air de rien, il écrit ça en 1935, c'est-à-dire il ne l'a pas encore perdu de façon héroïque. Donc ce que dit Catherine Millet, qui n'a pas peur de la provocation, c'est que si on prend ces textes au sérieux, on a un type qui en rajoute des caisses, qui est tout à fait ambigu sur bien des sujets, mais qui en faisant ça, il met mal à l'aise le reste des surréalistes, parce que il s'agit de se positionner contre et pas autre chose. Voilà le plus grand tableau qui donne l'objet, c'est celui que je cherchais tout à l'heure, dans lequel il y avait ce détail, et notre Voltaire qui revient, puisque il y a un auteur qui fait un livre entier sur ce tableau, tellement il fait 4 mètres de long. Il y a des détails de morceaux, de mouches, de Vénus de Milo, qui se retrouvent les unes dans les autres, sur lesquels Dali a peint pendant des jours et des jours et des jours, qui jouent avec notre goût du détail, avec notre envie de découvrir l'ensemble. Merci à vous.